Salut les rôlistes et bienvenue dans On joue c'est sérieux. On est en direct aujourd'hui sur Twitch ce soir et j'ai le plaisir d'être entouré bien sûr d'une équipe de choc. À ma table, vous le croisez partout, que ce soit sur TikTok, Instagram sous le pseudo de Cthulhu et Dragon. Je parle bien évidemment de Julien. Salut Julien, comment vas-tu? Salut Marie, salut tout le monde, ça va super, j'espère que vous allez bien. Vous le reconnaissez grâce à ces tutoriels YouTube. Là, Ansel Suite n'a plus aucun secret pour vous. J'accueille le seul et l'unique Grumpy. Salut Grumpy, comment vas-tu? Salut Marie. Alors oui, vite fait, là on me sait le suite, j'ai pas fait de tuto depuis un petit moment, hein. J'ai tellement pas fait de tuto depuis un petit moment qu'il y a eu plein de mises à jour et de nouveaux logiciels. Donc bon, je suis plus vraiment la référence. C'est pas grave, tu as rattrapé tout ça à l'occasion. Oui, 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 restez connectés, vous inquiétez pas, ça arrive lourd, lourd, lourd. Et bien sûr, pour ce podcast, il y a moi, Marie, alias Littérature sur les réseaux, et je suis très heureuse d'être votre hôte pour cet épisode. Ce soir, nous sommes accompagnés d'une invitée exceptionnelle pour nous accompagner sur la question du jour. Il est auteur, podcasteur, streamer, mais aussi narrative designer, game designer, créateur de l'émission Game of Roll. Vous le connaissez surtout pour son univers Aria. C'est un immense honneur d'être avec nous. Merci, monsieur Fibre Tigre. Bonjour Marie, merci de m'inviter dans votre podcast. Mais merci à toi. Surtout, merci de nous recevoir sur ta chaîne Twitch en live. Et du coup, j'en profite pour dire bonjour au chat. Salut Bonjour le le chat. chat. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un débat qui divise toutes les tables de jeux de rôle depuis très longtemps. Les règles sont-elles l'ennemi juré de la fiction? Face à une action incroyable, faut-il respecter le livre à la lettre ou laisser place à la magie du moment? Doit-on laisser un mauvais jet de dés briser une narration parfaite ou a-t-on le droit de contourner le destin? On va essayer de comprendre si les règles brident nos histoires et si, au contraire, ce sont elles qui créent le vrai sel de l'aventure. Bienvenue dans On joue c'est sérieux. Vous êtes tous les deux dans une ville gigantesque. Noble parole, Seigneur Cartacin. J'ai pas de personnage pour toi. Je m'en fous, j'ai pas besoin de personnage, je veux jouer, c'est tout. Je suis un réceptionniste chaotique mauvais, le game saoul, je l'attaque. Sombre lune, l'épée des Nordiques vous fera passer le goût de vous plaindre. C'est votre sang de faïence qui coulera sur cette terre aujourd'hui. Les PD nordiques? Bah là, on joue là, c'est sérieux? Alors, pour commencer ce débat, je vais bien sûr ouvrir par une question. Un bon système doit-il savoir s'effacer devant une bonne histoire ou est-ce que ce sont les règles qui créent l'histoire? Ouais, alors il y a plusieurs considérations là-dessus. Quand on enlève les livres vraiment, du début, enfin les dans la préhistoire du jeu de rôle, quand il y a une petite structuration du milieu du jeu de rôle, je pense, il y a un livre, qui est quand même très bien foutu, c'est, le Star Wars D6 de Descartes, Oh ouais. qui est sorti dans Il est les années là. 80, qui a de bons conseils. En gros, il y a toujours cette petite partie dans un jeu de rôle, enfin, historiquement, il est structuré comme ça, il y a, Voilà, heu il est là. non, c'est pas tout à fait le D6, c'est C'est pas des c'est pas le statues. D6? Ça, c'est pas le D20 ça? Ah si, Non, c'est c'est le le D6. Descartes et tout, ouais. Ah bah, Non, parce non, que c'est moi la j'en ai un encore plus vintage, Oh. attends, vas-y, pars vite fait, mais bon, Alors, on a un petit débat là pour les gens il y qui a nous vraiment écoutent, hein. genre Luke Oh waouh! Skywalker, Oh tu vois? waouh, ah Et ouais. Carrément mieux. voilà, donc OK. ça c'est vraiment super vintage. Waouh. Donc je montre à l'écran, parce que c'est un podcast audio, Oui. dans, voilà, enfin, il y avait même pas encore Ouais. Empire Strike Back, c'était sorti à l'époque, mais voilà. Donc non, La si, il y couverture, avait elle non, est il y a pas le Retour de Jedi incroyable. qui est sorti, voilà. Et donc ce Star Wars D6, il y a cette idée que, le on fait des règles et c'est bien joli tout ça, mais en gros, il faut jamais que la règle soit plus forte que le moment et l'action. Et ils mettent un exemple que moi j'ai toujours gardé en tête. Vos personnages arrivent dans un couloir de l'Étoile Noire comme il y a dans Star Wars 1. Tout d'un coup, il y a 12 Stormtroopers qui arrivent, les lasers filent de partout. Il y a deux façons d'agir. Soit vos héros ils disent hey, on s'en va vite, voilà. Soit on passe un peu comme dans un jeu vidéo en système tour par tour, combat, on va gérer la fuite tout doucement. Et en fait, la version combat est extrêmement pénible, alors que vraiment ils le disent alors que c'est un vieux jeu, quoi. Et donc je trouve ça un excellent conseil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les règles empiètent sur le rythme de l'action et de la narration, et d'autant plus que
les règles sont pas forcément bonnes. C'est-à-dire que ces 12 Stormtroopers, il y a une chance qui est pas nulle, elle doit être de 12% ou de Ouais. 15%, que les personnages meurent. Donc le maître de jeu, s'il veut pas que les personnages meurent, s'en est venu à tricher. Et c'est le grand paradoxe du jeu de rôle, c'est-à-dire plus tu respectes les règles, plus tu en viens à tricher. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une deuxième chose que je tire plutôt d'un autre jeu qui s'appelle Jack de Vance, là, Dying Earth, voilà. C'est-à-dire que, enfin, Dying Earth, qui est un jeu de rôle sur le cycle de la Terre mourante de Vance, Oui, OK, d'accord. c'est un bon jeu et il met toute sa structure de règles met l'emphase sur le fait que les règles, c'est pas très important. C'est vraiment, enfin, il y a même une règle qui est Mmh. que un joueur, une fois par jeu, peut servir un coup à boire au MJ en disant hey, c'est pas si grave, tu vois, et voilà, et ça passe, tu vois. Et en fait, ils disent bien que effectivement, quand il y a un bon joueur, et ça c'est quelque chose de très important, en tout cas à titre personnel, quand il y a un bon joueur qui fait un excellent roleplay, allez, on oublie les jets de dés, tu vois, genre, et moi à titre personnel, quand je suis MJ autour de Game of Roll, les règles sont minimalistes, mais si demain il y a quelqu'un qui prend la parole, il a un argumentaire très structuré, il est très très bon, où il a vraiment une idée extrêmement cohérente, très créative, très forte, c'est pas la peine que je jette les dés. La personne a été vraiment, voilà, il a fait son Son rôle travail, son parfaitement rôle. de joueur et de Ouais. héros. Et il n'y a pas besoin de le cadrer. Voilà, ça sublime. Donc moi, les règles s'effacent dans ces cadres-là. Et j'en ai parlé donc à Octogone. Moi, j'ai eu une conférence très animée. Je ne sais pas si vous étiez là avec Damien On a entendu Coltis. parler. Vraiment, on s'est levé, on s'est écharpé. Mais oui, où justement, la question des règles, les règles. Et j'ai 4 points et ça, c'est le troisième. Et en gros, j'ai dit, en prenant une métaphore qu'on a dans le graphisme, parce que je crois qu'il y a un graphiste autour de la table là, Mmh. Ouais, vas-y. les règles sont le verre de cristal très beau qui sublime le vin, mais qui reste quand même transparent. C'est-à-dire que la règle doit sublimer le récit, l'accompagner, la structurer, mais elle doit être transparente. C'est-à-dire, c'est idéalement même invisible. Elle ne doit même pas exister. Et enfin, je voudrais dire quelque chose, c'est que il y a quand même un combat moderne de jeu de rôle qui est le gatekeeping, voilà, c'est-à-dire ouvrir le jeu de rôle à la diversité, à toute personne. Mmh. Et plus il y a de règles, c'est-à-dire que tu vois, moi je dis toujours, un jeu de rôle idéal, il a 3 pages de règles pour moi. Et parce que vraiment, il y a des gens pour qui le Monopoly, une demi-page de règles, c'est très compliqué. Donc 3 pages de règles, les gens ont peur. Alors quand on leur dit, en vrai, Donjons et Dragons, c'est plutôt 150 pages de règles, ça c'est encore pire. Et voilà. Et donc il y a un paradoxe qui est qu'il y a des MJ débutants, ils sont très rassurés d'avoir des règles parce qu'ils disent, ah, tout est prévu, voilà, Mmh. et ça les rassure. Mais le grand paradoxe, c'est que ça a plutôt tendance, je pense, à fermer des portes et à dire, hey, c'est un super jeu. Ah bon, il y a des règles? Oui, il y a des règles, il y en a 300 pages. Et là, c'est sûr que les gens vont dire, bah, je préfère jouer à un jeu vidéo dans ce cas-là. Et c'est vrai que j'ai connu cette période dans les années 90, début des années 90, où tout d'un coup, le PC est arrivé et il pouvait émuler des combats Donjons et Dragons de 6 guerriers contre 2000 gobelins. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est quand même beaucoup plus pratique autour d'une table parce que tout d'un coup, c'est un ordinateur qui le fait. Et aujourd'hui, un ordinateur ne peut pas tout faire, même avec l'IA. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vraiment avoir un récit fluide, intéressant. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de se départir des règles qui sont un héritage de la préhistoire du jeu de rôle. Voilà. Enfin, de la complexité des règles, en tout cas. Ouais, donc vraiment pour toi les règles c'est vraiment la préhistoire du jeu de rôle, enfin, du coup tu aurais vraiment tendance à dire: «Faudrait s'en abolir vraiment», enfin? Non, pas forcément, mais moi, Game of Thrones, c'est une demi-page de règles. Vraiment, Ouais. j'ai des joueurs, ils sont arrivés, des invités notamment, qui n'avaient jamais joué au jeu de rôle de leur vie, 30 secondes avant, ils disent: «Mais hey, il y a des règles?» Je dis: «Hey, t'inquiète, il y a rien, il y a pas de règles, tu vois? Tu gères, tu parles, voilà». Et ça, c'est vraiment chouette. Et si on veut vraiment rentrer dans la philosophie de la règle, parce que je crois qu'il y a un graphiste, mais il y a aussi un game designer autour de la table. On dit qu'il y a un panel de règles dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y aurait 1000 jeux de rôle, donc 1000 règles. Et en fait, c'est faux. Toutes les règles, elles fonctionnent sur pratiquement toutes les règles, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire, hey, la plupart des règles des jeux mainstream fonctionnent sur le paradigme suivant. Dans le jeu de rôle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous faites une action qui est sûre de réussir, elle est réussie. Quand vous faites une action qui est vraiment quasi impossible, vous allez rater. Et pour tout le reste, en fait, on va recourir au hasard contrôlé, que ce soit des règles, que ce soit des dés, des cartes, etc., des points de gestion et tout. Et en fait, quasiment toutes les règles de jeu de rôle peuvent se restreindre à ça. Et en fait, c'est très petit.
C'est-à-dire qu'on peut imaginer d'autres paradigmes qui fonctionnent complètement différemment, c'est-à-dire où les règles émergent d'un consensus entre les joueurs, par exemple, voilà, en disant on va voter, est-ce que c'est possible de faire ça dans ce monde, par exemple. Voilà, un exemple parmi d'autres. Donc, l'importance qu'on apporte aux règles, malheureusement, elle est paradoxalement, elle est contre-productive, et surtout sur le plan de la créativité. Voilà. Même si la créativité naît de la contrainte. Donc, effectivement, dans un cadre, on peut toujours avoir des idées. Tu vois. Je pense que. En tout cas, c'est ma vision. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Voilà. Attends, on t'a pas Non, vraiment non, dit. On sait pas. je suis, moyennement, mais je vais laisser, je vous laisse, par exemple, Julien, je pense que tu as peut-être quelque chose à dire, là? Je te sens, très réfléchi. Non, en fait, ouais, ton discours, il est assez, en fait, j'ai du mal à pas être d'accord. En même temps, je le suis pas, et je le suis, donc c'est compliqué. Tu l'as fait Il y a bugger. il y a des Non, mais en alors, fait, il y a pour répondre à des ta question, il y a des gens qui abordent l'angle du jeu de rôle, et c'est tout à fait valide, sous l'angle de c'est un jeu ludique. La théorie LNS, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ok. Bah, Oui, il y a des gens, ils disent, et, par exemple, Donjons Dragons, c'est un merveilleux jeu de société. exactement. HeroQuest, c'est quasiment pas un jeu de rôle, et c'est très marrant à jouer. Et on lance des dés, on bouge des personnages, voilà. Et donc, c'est cet angle-là, l'angle stratégique, tactique, ludique. Le jeu de rôle, ça peut être un merveilleux jeu de société. Et donc, il faut qu'il y ait des règles extrêmement précises, comme dans les wargames, puisque d'ailleurs, on a un pied dans le wargame. Et Exactement. c'est très amusant, on a beaucoup de plaisir. Mais moi, le jeu de rôle tel que je veux l'explorer, je veux le pratiquer, plutôt dans la créativité, dans l'échange, dans le social. Les règles, c'est pas. En fait, mon problème aussi, c'est que les règles vont exclure des gens qui sont intéressants. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont beaucoup de bagou, voilà, qui sont beaucoup dans le verbal, voilà, qui, au contraire, quand il faut faire des maths, apprendre des règles et avoir une tactique, sont pas bons, et ça va être repoussoir pour eux. Voilà. Mais voilà, tout est possible, quoi. Mais d'un autre côté, les règles, elles peuvent aussi inclure des gens qui n'ont pas de bagou, qui sont un peu timides, et tu Tout peux à fait. leur faire un jet de charisme, parce qu'ils n'ont pas justement ce charisme naturel pour, débattre avec, et en fait, moi, il y a ce côté-là de, je connais des gens qui jouent barde, qui sont pas des bons orateurs, mais qui vont pouvoir peut-être, jouer leur personnage grâce aux règles, grâce justement à ce système de dés et de caractéristiques, en fait. Alors, Mais, alors, moi, en tant que MJ, en gros, sauf si la personne est vraiment introvertie et on est dans le cadre d'un cheminement thérapeutique, je vais toujours dire, on peut faire 2 trucs. Tu veux acheter ce kilo de pommes moins cher, soit on lance le dé, soit tu essaies de négocier avec moi comme ça, au verbal. Ok. Tu as le choix. Et en gros, la personne, elle se dit, si j'échoue au verbal, je peux toujours lancer les dés. Donc, Oui. elle a tendance à faire ça. Tu vois. Mais c'est vrai que moi, je suis dans cette philosophie de si on peut éviter les dés, plus on évite les dés, mieux c'est, quoi. non, je suis assez d'accord. Mais en fait, il y a des systèmes, par exemple, en fait, là, on confronte les règles et la narration. Moi, je trouve que les règles, elles servent, enfin, quand c'est bien fait, elles servent la narration. Par exemple, là, il y a un jeu qui me vient en tête, c'est, Passion de las Passiones. Alors, je sais pas Alors, si tu y as joué, Tu toi? m'as piqué mon exemple. J'allais le citer, Ah. mais vas-y, Et vas-y, je voulais parler, et en fait, vas-y. le jeu est construit autour des règles et c'est juste les règles qui construisent, vraiment un épisode, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, de TV Novelas et chaque situation, a, entre guillemets, «des règles» et toutes les règles rentrent en résonance et à la fin, ça crée un épisode de TV Novelas, même pour ceux qui n'ont jamais vu de TV Novelas. Oui, Tout est assez bien fait et ça crée à la fin une vraie histoire et ça crée des situations, dans lesquelles les joueurs doivent se débattre et doivent être créatifs pour pouvoir sortir de situations que les règles les ont empêtrés, sur lesquelles les ont empêtrés. et Julien? j'ajoute un détail aussi, c'est qu'en plus, dans Passion de las Passiones, il y a pas besoin de scénario préécrit. Ce qu'il faut juste, c'est un cadre avec 2-3 PNJ, dans ce cadre, c'est tout. Et ensuite, tout va peut-être éventuellement une petite situation de départ, quoi, et allez, c'est parti, on peut lancer. Ouais, effectivement, comme le dit Julien, là, le moteur, narratif, ça va être vraiment, les règles et comment les joueurs vont rebondir à ce que le jeu va faire naître autour de la table. Donc ça, c'est vrai que ça marche, plutôt pas mal, hein. Pour l'avoir testé, c'est assez fou.
C'est vrai que moi, pendant longtemps, je leur ai répondu qu'un bon système, il devait s'effacer, tu vois? Mais c'est vrai que depuis que je joue un peu plus à des PBTA, je me rends compte qu'effectivement, avec des règles plus allégées, ça sert à la narration, on peut quand même raconter de bonnes choses, quoi. Mais je reste quand même sur ma position, moi, qu'il faut quand même, des règles il faut un minimum de règles pour, cadrer, à mon jeu. Surtout que Fibre, tu disais un truc, c'est que si le joueur, il te fait une propale, qui va te séduire, tu trouves assez bien vue, enfin, tu auras tendance à dire OK, enfin, à laisser passer l'action. Comment tu fais du coup toi pour trancher, par rapport à ça? Bah, le MJ tranche en permanence, donc mais moi après je m'impose aussi un exercice depuis, la saison 2 de Game of Thrones, donc quasiment depuis 10 ans. Ouais, C'est-à-dire que, moi j'ai pas d'écran. Je ne lance pas les c'est dés. vrai. Ouais. C'est vrai. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même cette petite goutte de sueur de quand je dis à un gars, «Si tu fais 100, tu meurs», bah, s'il fait 100, il meurt vraiment. En plus en direct, c'est Mmh. pas genre on va cut et voilà donc si on peut résoudre les choses sans les dés, pour moi c'est plus sympa et même le joueur gagne en compétences, tu vois? Donc bon après moi je pratique un jeu de rôle qui est particulier, que c'est un jeu de rôle qui est regardé par des tiers. Donc c'est-à-dire qu'on va diminuer le plaisir de chacun pour que les gens qui regardent aient plus de plaisir. Donc on ils sont tous là plus ou moins pour faire le show, quoi. Du coup, ils auraient moins de mal à accepter peut-être une décision de ta part, qui est là pour faire le show. Enfin, ils Ah vont sûrement pas débattre avec toi. enfin, comment dire? C'est très rare, cette situation n'est jamais arrivée en vrai. C'est-à-dire il y a un de mes joueurs qui m'a dit: «Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ce que tu as fait». Mmh. Voilà. En live, tu veux dire ou Oui. Je suis le si en fait, c'est une émission pro, alors c'est particulier, Ah, quoi. ouais. Donc, Bah, oui, oui, bien sûr. moi, c'est une émission pro, donc il y a un gars qui fait la light, il y a un gars qui fait le son, enfin, oui. c'est plutôt une meuf qui fait le son, moi, je fais le MJ et les autres font les joueurs et en gros, on fait tous de notre mieux et je vais pas dire au gars de la light: «Eh, la light, elle était pas bonne», tu vois? Je dis: Oui. «Bravo mec», et c'est pareil, tu vois? J'arbitre de mieux que je peux et parfois, effectivement, par contre, c'est les viewers qui disent: «Ah, c'était pas très bien», ou il y a un Mmh. manque de rythme, ou voilà, et on essaie de rattraper le truc, mais en gros, on est là pour faire de notre mieux, quoi. Mais en fait, du coup, parce que, il y a une phrase qui dit que, le jeu, c'est faire l'effort volontaire enfin, pour surmonter des obstacles, qui n'est inutiles, qui n'existent pas. Donc en fait, on se met ensemble et on surmonte des trucs imaginaires. Ah oui. Par exemple, on joue au golf, je tape une balle et je la mets dans un trou. Bon, on enlève les règles, je prends la balle, je la mets directement dans le trou, j'ai gagné. Si tu n'utilises pas les dés, est-ce qu'on n'a pas moins de plaisir quand on réussit une action? Moi alors je vais inverser la situation. Quand, il y a un gars qui me fait une plaidoirie extraordinaire et à la fin tout le monde se lève et le mec, il est acquitté, c'est génial. Quand tu as un gars qui lance ses dés, il fait 0-1, bah, il a juste eu de la chance, quoi, et vraiment ce n'est pas dépendant d'un quelconque skill, et souvent d'ailleurs, en fait, il y a des gens qui viennent me voir avec beaucoup d'émotion en disant: «Ah, mais là il a fait 99 et là il a fait 0-1», et je dis: «Mais bah, il y a rien, en fait, il a juste lancé un dé». Ouais. Enfin, c'est pas terrible, tu vois? Genre, vraiment, ça n'a aucun, enfin, pour moi, ce n'est pas du tout une performance. C'est Voilà, sinon ce que je fais, c'est que je lance des streams où je lance des dés tout seul et de temps en temps, il y a un 0-1 et tout le monde est content. Mais il faut quand même aussi se plier à la règle qui est que, moi j'ai une règle qui est je suis l'audience. L'audience me dit, «Il faut faire ça», je fais ça. Et il y a quelque chose qui est remarquable, qui est pour moi, pas très compréhensible, mais parce que je n'ai pas le bon angle de vue sur le chose. C'est qu'il y a des gens, un joueur va être dans une situation critique, il fait un jet de réussite critique, il n'a rien fait en termes de performance intellectuelle, il a juste eu de la chance et ça provoque une émotion importante pour l'audience. L'audience vit un truc très fort et ça, il faut pas le négliger non plus. Il y a un article sur, PTG, PTB, Place to Go, Place to Be, où il y a plein d'articles, des traductions d'articles, à propos du jeu de rôle, traduit en français. Et il y a un article qui s'appelle «Le manifeste du pétard» qui explique un petit peu ce plaisir qu'ont les joueurs à balancer les dés, pour, savoir si une action est réussie ou non. Et où en gros, ça paraît nul effectivement ce truc de lancer les dés et de regarder le résultat ou quoi. Mais bizarrement, effectivement, ça déclenche un truc, chez les gens et ils pètent leur crâne quand ils voient qu'ils ont réussi, cette action, assez folle.
Donc ouais, c'est en vrai, il y a quand même ce truc, je trouve, de lancer les dés qui est pas si, Après, il y a ce truc, on personnifie toujours les dés, on en a parlé un petit peu, la ah dernière oui, fois, on met tellement d'émotions dans ce lancer de dés, c'est même pour ça qu'on fait des prisons à dés, hein, je vous rappelle, hein. Il y a des gens qui punissent leurs dés dans des petites prisons, dans des petites cages là, on en a parlé que le jeu de rôle de base, initialement, c'était du wargame, donc je pense qu'il y a toujours quand même ce truc de lancer de dés qui a quand même cet héritage qui est là et je peux comprendre que, abandonner totalement, un jeu de rôle sans lancer de dés, c'est compliqué. Mais du coup, pareil, Fibre, toi, tu pour le jeu de rôle un peu du coup sans dés et plus, au ben, je veux dire au feeling de ce que le joueur a fait. Mais est-ce que tu penses pas que la règle, elle est là aussi pour protéger un peu le joueur contre le tu vois, un peu ce syndrome de jeu que certains MJ peuvent avoir et les dérives que ça peut emmener? Alors, si, les MJ, ont des complexes, de démiurge, c'est des mauvais enfin, Oui, je peux pas dire que c'est des mauvais MJ parce que moi-même, On l'a en tous fait, eu à un moi moment. j'ai un problème, c'est que parfois j'ai des là, par exemple, je vais avoir 3 émissions pour boucler un scénario de policier et j'en ai pas 4. Ce qui fait que moi, j'ai besoin qu'à la fin de la 3e émission soit terminée. Donc effectivement, j'ai tendance à accélérer l'action, à skip des trucs et tout. Il faut rester relativement fair play. Moi, la façon la plus fair play que j'ai faite, c'est que, je dis, «Lance les dés, si tu fais moins de 40, c'est réussi, sinon c'est raté». J'annonce la couleur et parfois d'ailleurs, face à ce challenge, la personne dit: «Hey, tu sais quoi? Je vais pas lancer les dés». Non et je vais trouver une autre technique, voilà. Donc mais après toi, tu as une formation je sais que tu as fait du jeu vidéo, beaucoup de jeux narratifs, du jeu textuel. Tu as quand même des compétences que, tu vois, tout le monde n'a pas et équilibrer des règles en direct, c'est pas donné à tout le monde, tu vois? Et est-ce que tu as moi enfin, moi, je suis plutôt du principe que j'ai confiance dans les règles parce que quand même, elle a été faite par des game designers. J'ai plus confiance dans ces règles que dans mon MJ qui, lui, peut être juste, tu sais, un MJ du dimanche et ne peut, par c'est exemple, marrant me parce que moi, mettre c'est un l'inverse, hein. J'ai vraiment c'est moins vrai? confiance dans les règles que dans les humains. Ah bah, bien sûr. Bah, parce D'accord, que, en fait, bah, déjà, tu sais, il y a pas de système, innocent. Il y a beaucoup de systèmes, c'est vrai. qui ont un oui. caractère, tu vois? Et en fait, on passe un bon moment entre humains, voilà, bah, c'est un jeu de rôle, mais ça pourrait être n'importe quelle autre activité sociale et les gens, ils apportent ce qu'ils peuvent sur la table et c'est le mieux possible, tu vois? Et moi, j'ai pas trop envie de bah, tu vois? Et un exemple iconique, c'est le Uno. C'est-à-dire que le Uno, les gens ne jouent pas les règles officielles C'est et vrai. Ouais. il y a un consensus humain sur le fait de pas jouer les règles officielles, que le jeu est plus amusant en ne suivant pas les règles officielles. Donc je crois j'ai plus confiance en l'humain que, qu'en produit de game designer qui d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, on a une accélération, des échanges et les règles deviennent obsolètes très rapidement. On peut pas enfin si, on peut patcher des jeux de rôle papier, mais pas aussi vite que ça, voilà. Et aussi, ben, pour prendre enfin, on va être obligé de parler de Donjons& et Dragons à un moment parce qu'ils ont un Ah oui, quasi on est monopole obligé. dessus, voilà et en fait, Donjons& et Dragons, il y a plein de problématiques par rapport à Donjons& et Dragons. Une des problématiques, qui est pas forcément, émergente, enfin, numéro 1, c'est que, ils sont un peu crispés en mode, faut pas trop changer quelque chose qui a si bien marché, tu vois? Et donc on reste quand même sur des systèmes très ludiques, très cool, très forts, mais qui ont pas beaucoup changé. Ils ont un peu changé dans la philosophie, mais pas trop dans la pratique. Et effectivement, c'est cool. On peut jouer à des jeux les petits chevaux, ça date de, je sais pas, de 300 ans. Bah, on peut jouer aussi à un jeu qui a 60 ans, qui dans le monde du jeu de rôle veut dire, quasiment la totalité de l'histoire du jeu de rôle, tu vois? Donc mais Et tu moi j'ai voilà, OK. pour te dire qu'en tout cas, j'ai plus confiance dans l'humain que dans les règles. Et tu penses pas que du coup tu as un biais par rapport à ça? Est-ce que tu joues pas justement avec des gens qui sont peut-être un peu trop, éduqués au game design et aux mécaniques pour, parce que tu as quand même des gens qui ne comprennent pas grand-chose à l'équilibrage Ouais, mais ça enfin dépend bref. ça dépend de l'interlocuteur. C'est-à-dire que, si effectivement le mec, il a jamais ouvert un livre de jeu de rôle de sa vie, mais tu vois, aujourd'hui, il y a aucun humain de plus de 16 ans, dans le monde occidental qui n'est pas allé au cinéma et je touche du bois et je dis: «Il y a aucun humain de plus de 15 ans dans le monde occidental qui n'a pas joué à un jeu vidéo» et en fait, c'est pas qu'ils ont pas joué à des jeux vidéo, ils ont joué à peut-être un gamin de 15 ans aujourd'hui, il a joué à 2000 heures de jeux vidéo dans sa vie donc en fait, le game design, il est déjà en lui d'une certaine façon et je pense qu'il a le droit de dire: «Hey, ça me pète les couilles, c'est vrai que je les fais pas», tu vois? Et d'ailleurs, les gens vraiment, alors toi, c'est peut-être ton cas, mais je pense que les gens qui achètent des jeux de société et qui lisent les règles en entier, vraiment, je sais pas s'il y en a beaucoup. Il dit en fait, souvent, ils parcourent les règles, ils disent: C'est «OK, vrai, il faut faire ça, ça, je suis ça, plateau d'accord. de jeu. Tu sais Mmh. quoi? Je lis pas tout, on verra quand ça arrivera dans le jeu si on va le faire» et en fait, ils s'arrangent entre eux et donc c'est la
on est tous des petits game designers en puissance, parce que game designer, c'est aussi jouer, tu vois. Et je pense que c'est un peu vers le. Mais alors, après, il y a un truc important aussi dans lequel tu as complètement raison, c'est qu'il y a un cycle, il y a un cycle de maturation. Et donc, au début, c'est bien de commencer par des règles simples. Alors, j'allais dire l'œil noir, mais c'est pas si simple. Mais bon, on pourrait dire Chronique oubliée, J'ai qui est un commencé mini par ça. Donjons et Dragons. Voilà. Bah, moi, j'aime bien l'œil noir aussi. Mais Chronique oubliée, c'est un mini Donjons et Dragons. Donc, en gros, tu as Donjons et Dragons sur 8 pages de 30 pages. Donc, tu commences à jouer. Et ensuite, tu vas. Souvent, les MJ, en fait, au bout de 2 ans de MJ, ils font un truc. Vraiment, je pense que ça a dû vous arriver. Ils créent leur propre jeu. Ah, C'est-à-dire, ils disent, hey, c'est bon, maintenant je vais créer mon univers avec mes orques, mes elfes, tout ça, voilà. ça Et me donc, tue. ils créent leur corpus de règles qui est très proche de Donjons et Dragons. Et donc, Oui, en c'est ça. fait, tout Ça MJ m'énerve. au-delà de 2 ans, c'est des MJ qui ont fait leur propre règle. Donc, je pense que l'attachement aux règles, il est passé. Aujourd'hui, je dirais même que quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience, qui est hyper crispé sur les règles, c'est vraiment le profil d'un gatekeeper qui garde les règles de la même façon que. J'allais dire un truc affreux, mais de la même façon que des boomers disent la France, elle est chrétienne, tu vois. Genre, on s'attache à un patrimoine, tu vois. Alors que bon, non, il faut que ça évolue, il faut que ça bouge, quoi, tu vois. J'ai dit ça, je pense que je vais me faire démolir par plein de gens. Mais oui, je pense que, en fait, Ouais. moi, si demain je trouve une façon encore plus simple de jouer à mon jeu, je le ferai. Mais voilà, donc il faut toujours aller vers les. Enfin, il ne faut pas que les règles soient immuables, c'est très important. Je suis d'accord. Et moi, je veux revenir sur un point sur faire confiance à l'humain, etc. Je suis pas tout à fait d'accord avec du tout sur le sujet. Et Ouais, là, je vais reprendre. Et là, Julien, je vois, il rigole déjà. Je vais parler de mon expérience là que j'ai eue là. J'ai testé Dagger Hearts récemment. ouais. J'ai eu droit à un kit d'initiation. Eh bien, il n'y a pas alors d'initiative dans le jeu. Voilà, il n'y a pas d'initiative. Ça fait que là, le combat a duré 2 heures et pendant 2 heures, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait grand-chose. J'ai presque pas participé à ce combat. J'ai peut-être tapé une fois à un moment. C'était le même joueur, celui qui parlait le plus fort à table, qui a pris l'init pendant tout ce combat. Mais il y a un défaut de MJ là. Alors, oui et non, parce qu'il a À défaut respecté les d'humain, donc. règles. Voilà, à Ouais. défaut d'humain. Non, mais Voilà. un MJ qui fait jouer 2 heures quelqu'un, une partie, et que en plus une fille, elle prononce une phrase, je veux dire, ben, il faut qu'il se remette gravement en question. Je pense qu'il y a un problème, voilà. En tout cas, moi, quand ça m'arrive, parce que ça m'est arrivé où il y a des parties où Lydia, la pauvre, elle parle beaucoup moins que les 2 énormes gueules qui sont à côté d'elle. Bah, il fait gros travail dessus après et je suis en mode échec total, hein, donc non, non, là, enfin, ouais. On Mais connaît est-ce ça. que les Oui, règles, elles sont pas là aussi pour, tu sais, un peu Justement, voilà. retirer des épaules du MJ ce truc à gérer, tu vois? Si en plus tu dois gérer les humains, en plus à ta table, plus les règles, plus ton univers, plus la narration, est-ce que, tu vois, imaginons, on rajoute de l'initiative à Daggers, l'initiative, elle est là aussi pour réguler les joueurs entre eux et éviter que justement le MJ, il se dise: «Ah punaise, j'étais en train de gérer autre chose, j'y ai Oui, ça pas lui ôte de la pensé». charge. Tu vois? Et en fait, c'est cette charge mentale que tu bah, enlèves. moi, ça dépend. Là, vous êtes hyper docte sur le milieu du. Je vous découvre un peu, hein, vous êtes très docte sur le Vas-y, milieu vas-y. du jeu de rôle. Donc, je pense que par exemple, vous êtes très attaché aux sessions 0, aux X-Cards, tout ça là. Non. C'est-à-dire Non. les moments. Voilà, je pense que c'est quelque chose. Attends. Moi, c'est quelque chose que je fais pas, par exemple. Enfin, on le fait un peu, mais en fait, on se connaît tellement. On les fait Oui, même genre voilà. en live, tu vois, en mode, hey, je veux pas de ça. Ok, il y en aura plus, tu vois. Mais je veux dire, la distribution de la parole, c'est quasiment aussi important, voire plus que les sessions 0, tu vois. Et pour moi, c'est un péché mortel. C'est exactement comme s'il ghostait une personne. Donc là, il y a quand même une grosse trahison de la part du MJ dans ses responsabilités fondamentales. Voilà. C'est un peu dur ce que je dis parce que Oui, ça m'est oui, arrivé de mais faire ces erreurs-là, mais en tout cas, quand je l'ai fait, je m'en veux Oui. énormément. en même temps, dans un sens, j'ai envie de dire, il a respecté la règle parce que du coup, la règle du jeu, c'est justement, c'est un jeu qui se veut du coup, je cite, une expérience narrative collaborative basée sur la conversation entre le MJ et les joueurs. Et bah, du coup, d'où le problème de suivre les règles Voilà, à la lettre. Mais voilà. moi, c'est tout à l'heure, tu disais, toi, ça t'arrive pas. Enfin, en gros, si c'est toi en tant qu'MJ, sans te référer à un corpus de règles qui dit oui, c'est ça, ça passe, ça passe pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est que du coup, comme je te disais, que ça parte en négociation tout le temps. C'est-à-dire que un joueur me dise bah, pourquoi moi ça passe pas ou tu vois, se mettre à débattre quoi. Je sais que toi, t'as pas trop ce problème parce que comme tu dis, c'est du JDR dans le professionnel. Non, mais même en fait, c'est un peu le jugement de Salomon. Ouais. Si tes joueurs et à chaque fois ils sortent, de la séance sans frustration, tu as fait ton taf et en gros,
En gros, ils ont rien à dire. Je pense que tu sais, c'est l'autorité soft. Moi il faudrait que vous me voyiez avant et après les émissions. Parce que moi, tu sais, quand je suis en émission, je suis au centre de la table, je distribue la parole. Quand je parle, personne ne parle, tu vois. Mais après, je suis dans un coin tout seul, ils sont tous là en train de parler, et ils hurlent et tout. Et moi, je suis genre introverti, je suis tout petit, tu vois. Et le truc, c'est juste que je pense que j'ai l'autorité parce que, non pas parce que j'ai été le Salomon des MJ, tu vois, mais parce que au fil du temps, j'ai quand même bâti le fait que je suis plutôt fair play. Voilà. Et que quand j'ai pris une décision, quand par exemple je leur enlève magiquement quasiment un outil trop puissant parce que ça leur casse le jeu et ils l'acceptent parfois en grinçant des dents, ils disent OK, voilà, parce qu'ils sont là quand même pour s'amuser et je suis garant de ça, tu vois. Et c'est un peu une confiance qui doit être établie. Alors malheureusement, moi j'ai cette chance, c'est au fil du temps, mais sachez aussi que en off, si j'ai demain une révolte de mes joueurs, on en Oui. aggro, voilà, ceci, cela, bah moi aussi j'écoute tout ce qu'ils me disent à 200%. Voilà. Du coup, je vais enchaîner avec une autre question. Vas-y, vas-y. Quand un joueur récompense plutôt le combat, l'héroïsme ou au contraire les relations ou l'émotion, il fait déjà un choix. Finalement, les règles ne façonnent-elles pas la fiction bien plus qu'on ne veut l'admettre? On a un petit peu répondu à cette question, mais bon, Non, mais il y a creusons un quelque peu chose que plus. j'ai toujours dit, ça devient mon chat va être saoulé de ça parce que je le dis tout le temps. Mais c'est vrai que quand vous faites votre CV, il y a votre nom, votre métier, votre école et quand on fait une fiche de personnage, il y a, votre compétence à tuer des gens. Vraiment, c'est le Mmh. premier truc. Point de vie, tuer des gens. Est-ce que quelqu'un ferait son CV en disant ça, quoi? Même un soldat ferait pas ça et on a hérité de ce jeu créé au Pentagone, de ça, de cette idée de on va définir les personnages par leur capacité à tuer. Et effectivement, je dis souvent, quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Donc quand tu es défini par ta capacité à aplatir des choses et des gens, tu vas aplatir des portes, tu vas tuer des barman, tu vas voilà. Et donc les règles, aucun système n'est innocent. Et on a un système. Moi, ce que je reproche à Donjons et Dragons, la première reproche que je fais, outre le fait que c'est un monopole et dans le milieu de l'entertainment, un monopole, c'est jamais bon, mais c'est qu'ils portent les valeurs américaines que je n'accepte pas, qui sont le bellicisme, c'est-à-dire on est là pour se battre et devenir plus fort en se battant, voilà, et devenir plus fort au combat en se battant, donc une boucle ludique de combat. Et là aussi, il y a une forme américaine de sacralisation de l'argent, c'est-à-dire que La récompense à la la fin. boucle de gameplay, tu vas tuer des humains ou des dragons ou des orques, peu importe. Tu vas avoir de l'or et avec cet or, tu vas acheter des armes puissantes ou tu vas du loot et c'est très rigolo de faire ça. Mais en fait, si vous voulez vraiment être optimisé, j'irais tuer le marchand d'armes, qui est beaucoup plus simple à tuer qu'un dragon d'ailleurs, et j'aurai tout de suite les meilleures armes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que ce serait hors jeu. Voilà. Les marchands sont bizarrement invincibles. La philosophie de ça, c'est quand même que les marchands d'armes sont intouchables, que le commerce est intouchable et qu'il faut respecter la boucle de gameplay commerciale, donc le capitalistique. Et ça a l'air de rien, mais tu vois, moi je suis Ouais, hein. persuadé que les incels aujourd'hui, c'est des gens qui ont vu La Belle au bois dormant, c'est-à-dire tu as un prince qui a jamais rencontré une meuf de toute sa vie et un jour il l'embrasse et ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, ou tu as un Super Mario qui a jamais parlé de sa vie à une meuf et il va faire plein d'obstacles. À un moment, il sauve une princesse et la princesse, elle l'embrasse et ils sont contents, tu vois. Et en fait, c'est des messages inconscients auxquels on joue encore et encore et encore. Et en fait, c'est quoi la pensée incel? C'est de se dire si je suis un nice guy, si je fais les bonnes choses, si je fais les bons combats, eh ben, les meufs, sans discuter, sans même se poser la question que je suis aimable ou tout ça, vont me tomber dans les mains parce que c'est ce que me dit le conte de fées, le jeu vidéo. Donc, quand on est biberonné à Donjons et Dragons, même avec un esprit critique, avec une bonne culture, de l'intelligence, ben, on se dit quand même que ben, tuer des gens, c'est quand même une façon très optimale de résoudre des problèmes, puisqu'en plus, ça nous permet de nous enrichir. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des valeurs intrinsèques dans des systèmes de jeu qui sont loin d'être innocentes et qui me posent problème à titre personnel. Bah, on en parle souvent dans le podcast, mais c'est, le système d'Asmeter de, Ron Edwards qui dit que, en gros le système, les règles, vont induire, la façon dont vous allez, jouer au jeu. Donc effectivement, comme l'a dit Fibre, quand on a un jeu comme Donjons et Dragons qui, ben, est, quand même composé majoritairement, alors je sais que dans nos commentaires, 90% des pages. on va avoir des gens qui vont nous dire: «C'est pas tout à fait vrai», mais bon,
c'est quand même un jeu qui est vachement orienté combat. Ben, faut pas s'étonner si à la fin les joueurs cherchent pas plus loin qu'on va aller taper les monstres pour évoluer dans la narration, quoi. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser que dans Araya, tu as choisi un système relativement simple à base de pourcentage. Et finalement, du coup, on peut se battre dans Araya. Il n'y a rien qui nous en empêche, il y a ce qu'il faut pour. Mais ça ne ressort pas plus que tout le reste, en fait, que toutes les compétences qu'il y a sur la fiche de personnage. Donc c'est un choix Ouais, que tu as fait consciemment, il y a j'imagine. 2 choses. Déjà, il y a discrètement, donc dans un Donjons et Dragons, un critique, c'est un 1 ou un 20, donc ça fait une chance sur 10. Et dans Game of Roll, discrètement, voilà, j'ai placé un système où il y a des critiques entre 0 et 10 et entre 90 et 100. Et l'air de rien, ça fait en fait 20% de critiques. Donc ça fait 2 fois plus de critiques que Donjons et Dragons, sans que les gens le voient. C'est pour ça que les gens, ils sortent, ils disent « Oh putain, on a fait plein de critiques !» alors que c'est juste un tour de magie. Ensuite, le deuxième truc, c'est que oui, les actions de combat sont traitées comme n'importe quelle autre action, c'est-à-dire chercher un objet caché, par exemple. Et c'est pour ça que les combats se résolvent en un seul dé. Et donc, ils sont particulièrement mortels. Voilà. Et c'est pour ça que je dis souvent, vous pouvez tirer votre épée, mais c'est comme un duel au Far West, c'est-à-dire il va se passer un drame et tu peux y passer aussi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant parce qu'on peut aussi explorer tout ce qu'il y a autour du jet d'initiative, toute la magie du western, c'est-à-dire la montée de la tension, l'escalade, la désescalade, les arguments, impressionner, négocier, faire pitié, tu vois, toute cette espèce de farandole d'interaction humaine conflictuelle, et pour arriver éventuellement au combat, qui reste toujours un échec et qui, dans le cadre de Game of Thrones, est toujours sanctionné. C'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un, surtout pour des mauvaises raisons, même si c'est un méchant, tu vas toujours avoir une sanction négative, c'est-à-dire tu vas avoir son fils qui va venir te voir et dire pourquoi tu as tué papa, tu vois. Voilà. Et même si ce sont même une panthère aujourd'hui, les gens vont pas essayer de la tuer, tu vois. Ils vont essayer de l'éviter. Donc on n'est pas pacifiste, mais en fait on n'est pas pacifiste. Alors moi je suis pacifiste parce que je pense que c'est pas bien de tuer les gens, mais je pense aussi qu'il y a tout un spectre de gestion de conflit qui est passionnant et qui ne passe pas forcément par le fait de se planter des épées dans le corps. Voilà. Et du coup, tu laisses vraiment le choix aux joueurs par les règles que tu as mis en place. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai l'impression quand j'ai potassé Aria de mon côté. Alors, les règles d'Aria, malheureusement, Ouais. en fait, moi, donc les règles tiennent sur normalement une demi-page, et en gros, tu as des compétences, et si tu fais moins, tu as gagné, si tu fais plus, tu as perdu, tu vois, c'est vraiment ça. Mais quand je les ai proposés à l'éditeur, Eldercraft, il m'a dit on peut pas vendre un jeu de rôle avec ça. Donc ils ont rajouté un peu artificiellement un système de combat, d'armure, tout ça qui est complètement bancal, que j'invite tous les possesseurs d'Aria à ne pas utiliser. Voilà. Et c'est bien, de toute façon, c'est D'accord. des gens qui regardent l'actuel play, donc ils vont utiliser mon système à moi. Mais c'est ridicule. Et d'ailleurs, maintenant, dans les nouvelles éditions, c'est bon, il les a abandonnés. Mais c'est vrai que Ok. même pour un éditeur, psychologiquement, c'était difficile de passer à quelque chose d'ultra simple. Et après, il faut voir aussi, c'est que Aria, c'est quand même un système qui est fait pour faire des parties qui sont spectaculaires à regarder par un tiers, pas forcément à jouer soi-même. C'est un jeu d'actual play. Donc, il est, par exemple, il n'a pas du tout de qualité ludique. Julien, qui est game designer, qui, je pense, prend plaisir à jouer à des jeux avec des règles subtiles de TTRPG, quoi. Parce que Aria est extrêmement ennuyeux sur ce point-là, quoi. Alors, tu l'as Bah, terriblement bien cerné. oui, Oui. en fait, quand je t'écoute, du coup, je crois comprendre un truc, c'est que pour toi, du coup, à table, comment tu gères et tu penses quoi des mecs qui vont, min-max un perso, tu sais, qui vont prendre des décisions en fonction de l'optimisation? Ouais, bah, ça, Heu, j'adore ça. Vraiment, ça. c'est vrai? Bah non, mais c'est pas ça. Mais en vrai, c'est ça ce qui est bien, c'est qu'il y a pas beaucoup de règles. C'est-à-dire que moi, j'en ai une, Lydia, qui dit: «Eh, je vais jouer un minotaure de 2,32 m de haut». OK, mais qui est aussi psychologue et qui peut genre aller dans la psyché des gens. Il peut tout faire. Tu veux pas aussi un chien magique ou je sais pas quoi? Et moi j'ai dit: «OK», mais j'ai dit: «Tu es plus psy ou plus, balèze?» Et elle dit: «Je suis psy». Et donc en fait, j'ai fait un minotaure qui est très faible en compétences de combat. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut éventuellement défoncer une porte, mais dès qu'il s'agit de faire le combat, il sert à rien, c'est une vache, quoi. Donc c'est à moi d'équilibrer un petit peu. Et de toute façon, nous, l'émission Game of Thrones, elle est très détendue puisque les règles sont cool et les gens le savent. Et
vraiment, j'aurais aucun problème à me tourner vers la caméra, à dire au spectateur, bon, là, on a un personnage qui est opti de fou, min-maxé, il va rouler sur le scénario, ça m'emmerde, ça emmerde tout le monde est d'accord, ok, donc on va t'enlever ça, ça et ça, et on le fait, voilà. Ça, et même parfois les joueurs le font d'eux-mêmes, c'est-à-dire que dans la saison 3, il y avait une certaine potion qui était une sorte de napalm, voilà, ils en avaient plein, et ils se sont dit, bon, c'est chiant, tu vois, ils ont tout sacrifié. Tout à l'heure, tu disais: «Je jette un dé, si tu fais 100, tu meurs». Alors moi, enfin, dans un autre podcast, j'avais parlé de ma gestion de la mort sur des jeux sur mes joueurs. Alors je sais pas comment, ben si, je sais parce que du coup, je regarde un peu ce que tu fais, mais, dans tes parties, est-ce que parfois parce que moi, exemple, parce que je sais comment je joue du coup, parfois je fais faire des jets à mes joueurs et je vois qu'ils meurent, parce qu'ils ont fait une bêtise ou parce que, c'est moi qui ai mal géré la situation et je me dis: «Ah là en vrai il va chuter de la falaise, il est mort». Bon, je le sauve in extremis, voilà, mais dans ma tête, il est mort. Voilà, il est mort et je sais donc du coup, je vais lui la prochaine séance, je lui écris une mort plus favorable, plus logique pour la narration. Stylé. Voilà, c'est ça, parce que je me dis: «Ah là d'accord, OK, il a fait une erreur, mais ça serait nul de mourir en glissant sur une banane», tu vois? Est-ce que toi ça t'arrive ou pas, ce genre de choses et tu te dis: «Ah punaise, comment tu gères ça?» Alors, j'ai eu un mort, dans une fa à fin de avant la fin d'une fameuse saison, parce que le mec, il avait fait 2 fois 100 d'affilée, une chance sur 10 000 quand même. Voilà, donc là, j'ai dit: «En vrai, quel MJ je serais s'il mourait pas?» tu vois? Ouais. Et par contre, moi, je suis totalement pour, la mort, débile sur une peau de banane, parce que alors non, il faut qu'il y ait 2 choses. Il faut que la décision du joueur soit particulièrement bête, c'est-à-dire que je lui dis: «Attention, c'est un précipice qui fait 300 mètres de profondeur. Si tu sautes, tu vas mourir. Est-ce que tu es sûr de vouloir sauter?» Il dit: «Oui, oui». Donc il est particulièrement débile et en plus, il est nul au dé. Si les 2 sont là, moi je dis, c'est la mort. Et je pense que la mort débile, il faut vraiment la faire et s'il y a bien quelqu'un qui nous a démontré que la mort débile, c'était vraiment encore plus marquant qu'une mort épique, c'est George R.R. Martin où il y a vraiment alors dans la série, Oui, malheureusement je Oui, me suis oui, arrêté à la saison 3, mais dans la série, il y a des morts débiles, mais je sais que dans le bouquin, il y a vraiment un gars, on voit sa vie pendant 18 chapitres, à un moment, il se prend littéralement un caillou pendant une bataille, bouf et il tombe et on le voit plus du tout. Il s'est pris le caillou, je dis: «Mais il va ressusciter ou pas? Ou c'était un faux caillou?» Non, le mec a juste pris un caillou, tu vois? Donc en vrai, je pense que la mort débile au contraire, elle est et surtout l'espèce d'hyper arbitraire de la mort de, tiens, vas-y, fuck le destin, je suis invincible et tout. Bah non, en fait, tu fais des bêtises, mais c'est vraiment dur surtout moi qui fais des campagnes caractère centriques, c'est-à-dire que je bâtis la totalité de la campagne autour des joueurs. Quand tu as un joueur qui meurt, j'ai un gros problème parce que le joueur qui va le remplacer, enfin le personnage qui va le remplacer, c'est forcément un personnage qui est différent dans l'ADN mmh. et comment raccrocher les wagons? C'est vraiment, ça c'est des sacrés casse-têtes, c'est dur. Du coup, question qui a moins à voir avec les règles, mais du coup, ça m'intéresse quand même. Tu écris beaucoup à l'avance, du coup? Comme tu dis, J'ai environ, 1 à 2 épisodes, parfaitement écrits, donc 1 à 2 sessions parfaitement écrites. Quand je dis parfaitement écrites, c'est vraiment, c'est des docs comme ça, tu vois? Donc d'accord. donc voilà, et c'est donc des feuilles, hein, vraiment, écrites, hein, pour les gens qui ouais, nous écoutent, hein. il faut compter, ouais, avec tout enfin prêt à être édité, donc il faut compter 25 pages par session en moyenne, sachant que parfois c'est très éclaté. Ils arrivent dans une grande ville et ils vont faire 10 sessions dedans, donc ça fait 250 pages écrites, donc et puis je les prends, voilà, et cetera. Oui, donc j'ai 2 épisodes d'avance et c'est tout le truc, c'est-à-dire que je peux pas écrire pas assez en avance parce que sinon ils vont me prendre de court, mais Ouais. j'ai besoin aussi que ce soit je peux pas prendre trop d'avance non plus parce que sinon ils vont être un peu dans des tunnels. Moi, j'ai besoin que si ils tuent le fils du gouverneur, dans la session, que le lendemain, le fils du gouverneur, il leur demande des comptes, tu vois? Donc ou plus tard dans 2 épisodes, mais pas, hyper longtemps après. Donc j'ai besoin de pas avoir trop d'avance non plus. Justement, je voulais poser un peu une question sur les actions imprévisibles de tes joueurs, parce que c'est vrai que Game of Thrones, c'est du direct et tout. Du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu mets un peu les règles de côté, tu dis: «Bon allez, c'est bon, j'improvise à 100 ou Bah, comment tu fais? c'est vraiment dur, quand tu as préécrit d'avoir la force d'improviser. Moi, c'est vraiment un métier qui est difficile. Moi, je sors d'émissions, je suis crevé, mais en gros, je dois penser au partage de la parole, à leurs compétences. Je dois penser aussi à, comment ça s'appelle? Ben, au scénario, bien sûr, mais aussi, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait, les objets qu'ils ont en main voilà. Les PNJ, les quêtes
et aussi le timing. C'est d'ailleurs, je sais qu'il me reste plus que 3/4 d'heure et donc il serait bien de mettre un cliffhanger, il va commencer dans une demi-heure. C'est trop tôt, pas assez tôt, et cetera et donc c'est assez compliqué de enfin, parfois ils me disent, ça m'est arrivé par exemple, ils vont dans un quartier d'une ville où il va se passer plein d'aventures et je leur dis: «Et vous êtes allés là-bas et vous avez vécu des aventures extraordinaires, mais ça sera une prochaine fois» et ils sortent du quartier, voilà et on fait une session juste sur ce quartier après. Donc on manipule un peu le temps pour que voilà. Mais l'improvisation est assez difficile, on est vraiment à 4 contre 1, ils sont les 4 contre moi, donc c'est chaud. Mais après, c'est le cas de tous les C MJ, je pense, donc voilà. Ouais, j'allais dire, c'est marrant ce truc de vraiment de ressentir, 4 joueurs contre toi, alors que bon, normalement, on dit toujours que les joueurs autour de la table, on doit construire une histoire tous ensemble. C'est, c'est Bah bah, ou oui, mais bon, Tu es ce genre bon de MJ, Fibre Tigre. non, non, je mets pas forcément des barrières, mais moi en fait, en gros, eux, ils veulent que la vie soit la plus simple possible. C'est-à-dire qu'ils veulent que, le saint graal, il soit là et hop, ils le récupèrent et ils s'en vont et moi, je donc là, veux pour qu'ils leur mettre des récupèrent le saint graal. Je veux pas difficultés. qu'ils ne Ouais. le récupèrent pas, mais je veux qu'ils aient un roller coaster d'émotions avant. C'est-à-dire un piège, un faux piège, un traître, tu vois? Je veux qu'il y ait ça et Mmh. parfois, effectivement, parfois moi, saison 3, j'ai fait une cité enterrée merveilleuse, abandonnée et dedans il y a un dragon qui est là et ils sont poursuivis par le dragon. J'ai fait une scène à la Jurassic Park où il y a un grand œil. En fait, pas du tout. Ils sont rentrés et ils ont tiré sur le dragon avec une flèche magique. Ils ont fait un 0-1. J'ai dit: «Le dragon meurt» et j'ai vraiment jeté 30 pages en direct et c'était dommage, c'était une L'enfer. super scène. Bon, parfois les règles sont dures, tu vois? Pour le MJ Mmh. aussi. Mais je suis obligé et c'est aussi ça le truc, mais il faut pas que ce soit tout le temps comme ça. Il faut que ce Non. soit, donc moi je me bats pour que ce soit compliqué pour eux et amusant pour tout le monde et que c'est pas toujours aussi les mêmes ressorts. C'est pas toujours, «Oh je vais intimider, voilà, je vais faire un jet de je sais pas de perception pour trouver l'objet caché», tu vois? Donc faut que les choses changent et que aussi pour les spectateurs, il faut qu'il y ait toujours des choses nouvelles, genre, des nouveaux environnements, des nouveaux systèmes de gameplay, voilà. Donc Oui, vraiment, d'ailleurs, c'est ça. C'est que pour toi, du coup, est-ce que le spectateur, c'est pas devenu une nouvelle règle, en fait? oui, bah, évidemment, on est tous là pour l'entertainment du spectateur. C'est-à-dire la théorie LNS, ludique, narrative, simulationniste, dans l'actuel play, elle est éclatée et en fait, c'est pas un triangle, c'est un tétraèdre. Il y a un 3e point, un 4e point qui est le spectacle et on va tous rogner sur le caractère ludique du jeu, sur le caractère, narratif, sur le caractère simulationniste pour aller vers l'entertainment. Ça fait partie du truc. Moi, j'ai une question. Alors, du coup, tu dois moins avoir le problème, toi, dans le cadre, des lives et tout ça. Mais, aux tables de jeux de rôle, quand un système est un peu connu ou quoi, il est possible d'avoir à sa table un joueur qui connaît, parfois mieux les règles que le MJ Ouais. et qui, va le faire savoir en te reprenant sur des Ah. points, «Ah, c'est pas Donc, tout à fait vraiment, ça la alors, règle» il y a 2 jeux. Alors pour moi, il y a une règle, c'est le MJ est tout puissant à table, voilà. Donc vraiment, OK. si je joue à Donjons& et Dragons contre mon gré, parce que vous avez connu ma Contre famille mon gré, juive, donc je suis obligé attention. voilà. Non, mais OP Donjons& et Dragons, ça peut arriver. Moi, je suis sorti de l'argent, ils m'ont donné de l'argent, je joue à Donjons& et Dragons et là, j'ai un gars qui dit: «Ah mais non, les règles pour, C'est je pas sais là. pas, la noyade, c'est ça». Je le regarde et je lui dis: «OK, ben, on va les changer, on va pas faire comme ça, d'accord?» Tu vois? Là, je vais faire la règle exceptionnelle, bam! C'est tout. Parce qu'en plus, alors moi, je sais pas, si c'était à table avec des potes, je dirais, «Désolé, en fait, je suis pas un bon MJ». Je pense que je ferais pas du Donjons& et Dragons entre potes. Mais par contre, si c'est une OP, on est là pour le service du spectateur et en plus, ce serait tellement dur. Et vraiment, le chat d'experts du jeu de rôle serait tellement malheureux si je C'est ce faisais que du j'allais te Donjons& dire, et oui, Dragons. ça Mais ça tu doit vois, être par exemple, la alors, exemple, moi j'ai joué à Chronique Oubliée, qui est un petit Donjons& et Dragons. Et donc, dans Donjons& et Dragons, il y a un truc qui est incroyable, c'est que, c'est que les gens, ils naissent magiciens. Paf! Je suis magicien, tu vois? Et genre, à un moment, ils font des trucs, genre, ils tuent des rats et à un moment, paf! Ils peuvent lancer un nouveau sort, tu vois? Qui arrive de nulle part. Mais moi, ça me tue la tête, tu vois? Genre, d'où tu l'as appris ton sort, tu vois? Donc, moi, ce que j'avais fait à l'époque, quand j'avais fait une campagne, Chronique Oubliée, au Figaro, c'est que j'avais respecté les règles. Il y a une personne qui s'appelait Léa et elle était magicienne, by the book, c'est-à-dire elle avait des sorts magiques, mais OK. je lui avais fait croire qu'en fait, elle avait été trouvée avec un mystérieux médaillon qui avait rien de magique et le médaillon était magique, lui donnait ses pouvoirs. Donc elle l'avait interprété comme ça, voilà. Donc c'était un peu histoire de mettre un peu de narration, dans le truc. Mais je trouve ça complètement idiot et d'ailleurs, j'aime beaucoup le système de Warhammer, de magie, un Warhammer V2, dans lequel
t'es apprenti magicien, t'as 0 sort, tu vas dans un collège de magie où tu fais la vaisselle toute la journée. À un moment, il faut que tu ailles dans un bois tailler ton bâton. Et les sorts, tu dois les apprendre un par un. Tu as un examen et tout. Et là, c'est la magie. La magie, voilà, telle qu'on la connaît, quoi. C'est la magie où. Et quand tu lances ton putain de sort de lumière, vraiment, tu l'as taffé, tu vois. Tu l'aimes, ce sort, tu vois. Voilà. Moi, j'allais dire, de toute façon, c'est l'angoisse, je crois, de tous les MJ d'Actual Play Oui. qui, se lancent dans du Donjons et Dragons là sur Twitch. C'est, le chat, en feu parce que une règle a été, mal Ouais, interprétée ou ça peut quoi, être ça, mais ça peut être un univers aussi. Moi, il y a des univers dont j'ai très peur, Star Wars. Demain, si je fais un jeu de rôle Star Wars, je sais que je vais avoir les petits nerds qui vont dire ah mais non, mais à cette L'actualité. époque-là, il n'y avait pas les X-wing, d'accord, ok, Bah tu oui. vois. J'ai Genre, Et Bon, puis, c'est pareil aussi, quand tu es à table en tant que joueur et que tu connais pas bien l'univers et que des fois tu es pas toujours amené aussi, et tout, et ben, tu es complètement perdu, tu connais pas tous les règles, tu connais pas tout et tu dis: «Bah, ah, c'est compliqué là», mmh, tu vois que tout le monde autour de la table connaît bien l'univers, connaît bien les règles et toi tu es là un peu perdu, tu dis: «Mais attendez, moi je sais pas trop, je» tu es obligé de lever la main, de dire: «Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer? Je ne comprends pas ce qui se passe». C'est vrai que c'est pas toujours facile. du coup, j'imagine que c'est quelque chose qui peut aussi driver les enfin, c'est peut-être pour ça aussi, que tu as créé ton propre système quand tu as enfin, ton système de règles quand tu as lancé Aria? Est-ce que c'est parce que tu voulais pas prendre un truc qui existe déjà? même Aria, par exemple, il n'y a pas de date. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire on est en 47 après je sais pas quoi. Il n'y a pas de date. Parce que j'ai pas envie que les gens me disent non, mais attends, parce que on a 1200 heures de contenu. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me disent non, mais c'est pas possible parce que à cette époque-là, Clodomir, il était sur cette île parce que c'était dalle, tu vois. Parce que je m'y perds, je ne sais pas, tu vois. Genre, de façon plus générale, il y a un truc, c'est que on est dans une société d'hyper commentaires. C'est-à-dire que là, on est par exemple sur Twitch où on vit, l'audience, elle est conditionnée par exemple aux Mmh. commentaires. Et une œuvre cinématographique, quelle qu'elle soit, d'entertainment, de fiction, un livre, il ne va vivre que parce qu'il y a des TikTok, que parce qu'il y a du commentaire sur le sujet. Or, le problème, c'est que les jeux vidéo, le jeu de rôle d'une certaine façon, mais aussi les œuvres d'audiovisuel, c'est des œuvres totales dans lesquelles tu vas critiquer la musique, la lumière, etc. Et le problème, c'est que pour critiquer la lumière d'un film, d'une part, il faut avoir énormément de connaissances, mais en plus, il faut s'adresser à un public qui a énormément de connaissances pour bien faire. Donc la seule chose, le seul dénominateur commun qu'on peut faire en termes de critique pertinente, c'est la cohérence. La cohérence des faits que tu vois à l'écran. Et, et vraiment, est-ce qu'il y a plus énervant et plus vide de sens et plus con sur la Terre que des gens qui disent non, mais Frodon, il aurait dû aller sur les aigles pour mettre l'anneau dans le mont, Ah oui. ou alors Harry Potter, il aurait dû prendre le retourneur de temps et tuer Voldemort. Mais vraiment, ces gens-là, on les déteste. Je dirais. Et pourquoi? Parce que d'un côté, tu as une œuvre qui est super bien branlée, tu as énormément de plaisir, et de l'autre côté, tu as des petits cons, tu vois, qui t'expliquent qu'elle ne devrait pas exister. Et, et ces gens-là, c'est d'autant plus con d'émettre ces réserves qu'ils ne peuvent faire que ce type de réserve, puisque sur le reste, ils ont pas la substance. Sinon, il faudrait Oui, peut-être. oui, oui. Voilà. Et il y a quelque chose qui est terrible, c'est que le caractère, la fiction, le caractère fictionnel, c'est quelque chose que je dis souvent, le caractère fictionnel se définit, se caractérise par le fait qu'il est hyper cohérent. Il n'y a que dans les fictions que les choses sont très cohérentes. Dans la vie réelle, vous allez avoir des mecs qui vont tuer leurs voisins, on ne sait pas pourquoi, ou leur femme, tu vois. Genre, et ils vont dire, monsieur le juge, j'ai pas compris ce qui s'est passé, tu vois. Tu as des mecs qui vont, je sais pas, quitter leur boulot alors qu'ils sont vachement heureux au boulot et que tout va bien. Il y a plein de gens qui vont commettre des tas d'actions hyper graves sans aucune logique parce que le monde n'est pas cohérent, les humains ne sont pas cohérents et la réalité n'est pas cohérente, n'est pas une fiction. Ouais, n'est pas voilà. Et moi, parce que je fais pas que du jeu de rôle, je fais aussi des romans, voilà, etc., de Mmh. l'audiovisuel, etc. Et je, je, je trouve que aujourd'hui, une des barrières fondamentales à l'expressivité de la fiction, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas des meilleures fictions et pourquoi on se tape des Marvel, tu vois, pourquoi on n'a pas des choses qui sont meilleures, c'est parce que il y a une espèce de ventre mou de décideurs dans l'audiovisuel qui ont la même capacité que les méta-commentateurs sur Internet, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent attaquer que sur les faits de cohérence, et ils vont dire ton histoire n'est pas cohérente, ton personnage n'agit pas de façon cohérente. Et comme par hasard, quand tu as un Lynch ou quand tu as un mec qui commence à faire un Pulp Fiction, il sort où les personnages ont
comment ça s'appelle, des schémas de pensée qui sont bizarres, Ouais, un imprévus. peu On sait pas chaotique. ce qui va se passer au printemps. Là, c'est des Mmh mh. génies, tu vois. Mais oui, parce qu'en fait, il faut arrêter avec les choses hyper prévisibles et hyper racontées. Il faut avoir des choses pétillantes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'hyper, j'irais même plus loin, hein, l'hyper obéissance aux règles et hyper obéissance à une cohérence de la narration, ça a un nom, c'est le début du fascisme. C'est vrai, je suis désolé de dire ça. Ah, C'est-à-dire, le fascisme, c'est pas tuer les autres. Le fascisme, c'est être dans un monde où ce qui est autorisé est obligatoire et ce qui est interdit est puni de mort. C'est du binaire. C'est hyper moderne finalement, puisque nous, on est dans une société numérique, donc binaire, tu vois. Voilà. Et optimal, qui cherche l'optimisation. Voilà. Oui. Du coup, tu t'ennuies un peu avec les fictions qui sont proposées en ce moment? Je veux Tout à dire, fait. que ça soit en littérature, au cinéma, en série ou quoi, tu trouves ça ennuyeux les productions qui sont proposées en ce Ah moment? ouais, mais je consomme très peu. Je suis désolé, alors je dis un truc Oh! vraiment. Non, parce qu'en fait, les grands auteurs, normalement, ce que je ne suis pas. Les grands auteurs, c'est des auteurs qui lisent beaucoup et qui consomment beaucoup. Mmh. Moi, je consomme très peu. C'est-à-dire que je passe mes journées à produire plutôt. D'accord, OK. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup du marché du livre qui est en train de s'effondrer. Beaucoup de gens aussi critiquent ce qui sort, je parle pour moi, hein, parce que je lis beaucoup et que je suis beaucoup le marché du livre et c'est vrai que fictionnellement, ils parlent un peu justement que, bah, beaucoup j'entends des lecteurs qui disent: «Oh, je m'ennuie, c'est ce qui sort, c'est toujours les mêmes choses que je lis, c'est toujours les mêmes choses que je vois et tout». C'est quelque chose qui ressort beaucoup, donc c'est pour ça que je me permettais de poser la Mais question alors, justement. hyper intéressant, c'est ça. Bon, il y a plein de choses à dire, mais j'en dis une, c'est qu'il y a l'IA générative qui arrive. Et je vais dire un truc, parce que j'ai dit plein de trucs dans ce podcast qui vont faire que plein de gens vont me détester, et je vais en rajouter encore une. Oh là là. Donc non, mais moi, j'ai dit un truc il y a quelque temps sur Blue Sky. Je me suis fait tellement défoncer que je ne suis plus jamais retourné sur Blue Sky de toute ma vie. Faut Mais je payer pense que l'avènement de l'IA va permettre à des bons auteurs de percer. Parce qu'en fait, si vous êtes un petit peu célèbre, il y a un éditeur d'une maison d'édition qui va venir vous voir en disant: «Tu veux pas écrire un livre ou tu veux pas qu'on l'écrive pour toi?» Et en fait, il va plutôt vous faire écrire un Twilight que le livre que vous voulez écrire. Parce qu'en fait, c'est des livres qui marchent. Et aujourd'hui, la fiction a tendance à se répéter, tout simplement parce que le livre n'est pas le livre est un objet culturel qui est destiné à être vendu et Oui. même pas lu. C'est-à-dire que Non, non, c'est c'est devenu un bel objet aujourd'hui voilà, même. c'est ça. C'est-à-dire l'idée, c'est que tu l'achètes et après, l'éditeur, il est content. Il n'en demande pas plus. Et donc effectivement et paradoxalement, on a un marché parallèle qui est par exemple celui de Wattpad, où tu vas avoir des œuvres culturelles qui sont lues et pas vendues. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Encore un autre, Et ouais. je pense vraiment que l'IA, c'est la même chose que les éditeurs humains dans les maisons d'édition qui sont des braves gars, qui sont vraiment cool, ils sont hyper performants, ils sont plus intelligents que moi, voilà, j'ai plein de trucs sur eux. Mais c'est des gens qui vont en fait toujours essayer de guider ce que tu vas faire pour faire un produit qui se vend bien. C'est-à-dire un produit qui plaît à tout le monde, c'est-à-dire un produit que l'IA pourrait sortir. Et aujourd'hui, il y a des livres qui sortent par IA. Et c'est pour ça que je pense que dans cette espèce de marécage mid dans lequel il n'y a que des fictions OSEF, les vrais auteurs, c'est des auteurs qui vont produire des œuvres, non pas meilleures, mais elles vont produire des œuvres qui seront singulières. C'est-à-dire des œuvres Ouais. qu'une IA ne pourra pas sortir parce que tout dans l'œuvre est un petit peu particulière, une texture particulière. Voilà. Et je pense que c'est l'avènement. Mais évidemment, produire ce type de propos nuancés sur les réseaux sociaux, c'est équivalent à se faire pendre. Voilà. Je suis assez d'accord. C'était un peu ma take. Je disais que l'IA, en fait, ça va au contraire remettre l'art au centre du village. Enfin, en Ouais, mode je pense aussi. Ouais. les vrais artistes, ils vont revivre parce que on va en avoir marre d'avoir toujours. On a toujours la même bouillie de merde. J'ai envie de dire, c'est toujours la même chose qui sort. Et les gens qui vont se démarquer, qui vont vraiment créer des choses différentes, et ben, on va justement s'attacher à eux. Et peut-être que, en fait, c'est un bien pour un mal, en fait, cette IA qui est là. Mais effectivement, c'est un peu dangereux de dire ça. Déjà, Oh, pour j'ai noter hâte de IA lire sur les internet, commentaires sous je me fais couper la tête, donc voilà. Mais Alors, de toute façon, on verra bien. Moi, vraiment, si j'ai tort, enfin, je dis pas ça pour une raison, je dis ça parce que je le sens. Mais si effectivement la réalité, le futur me donne tort, bah, tant pis pour moi, je vais pas endormir la nuit. Et si ça me donne raison, rien ne changera ma vie non plus. Mais je pense Oui, que c'est c'est vrai. plutôt ma vision du truc, quoi. oui, c'est ça, c'est une analyse, enfin, voilà. OK, hâte de lire vos commentaires. Du coup, j'enchaîne avec une nouvelle question. Il y a de plus en plus de jeux narratifs avec des règles ultra simples, comme j'en parlais tout à l'heure un peu des PBTA. Est-ce que ça veut dire que les rôlistes, ils ont enfin compris que l'important, c'était de raconter une histoire tous ensemble, ou on perd quelque chose en s'éloignant d'un système plus complexe,
des jeux de rôle traditionnels? C'est une vraie Non, c'est la question. c'est la c'est la simple conséquence de l'ouverture du marché. Aujourd'hui, il y a des filles, dans le jeu de rôle. Tous les gens diront: «Oui, en 1994, dans mon club de jeu de rôle, il y avait 3 filles». OK, mais bon, en vrai, il y en avait pas beaucoup et aujourd'hui, Non. il y a plus de femmes, il y a plus de diversité, il y a plus de Mmh. gens, il y a moins de blancs, on va dire, mais il y en a toujours, quand même beaucoup, beaucoup. Voilà, il y en a 4 là, par exemple. Donc Ouais. enfin, les auteurs, de jeux de rôle aussi sont la plupart du temps des hommes blancs, par exemple. Mmh. Donc il y a de la diversité qui se met en place. Effectivement, la grande majorité des gens n'a pas envie de jouer à HeroQuest, voilà. Donc parce que c'est un super jeu, mais ça reste un jeu niche, donc c'est cool. Et le jeu de rôle, enfin quand le jeu de rôle, la promesse initiale du jeu de rôle, c'est vous pouvez être n'importe quoi, un diplomate, un archer, un commerçant, voilà et pas on n'est pas là pour être dans un couloir, d'un donjon à tuer des dragons. Donc l'émergence des jeux narratifs, on va dire, c'est l'étape 0 d'une diversité de jeux qui va arriver dans le futur. Voilà. Alors moi, le PBTA, alors ça dépend lesquels, toujours nuancé, mais moi je suis plus, team, Donjons& et Dragons en termes d'épaisseur de livre que PBTA. Tu penses pas que ce genre de jeu avec, moins de règles, c'est pas aussi, une conséquence d'une génération qui scrolle et qui a plus le temps de lire, qui n'aime pas se prendre la tête à lire des règles et des mécaniques et qui veut tout de suite consommer? Ah non, en fait, parce que alors, je donne mon sentiment comme d'habitude, mon problème c'est que, en fait, l'obstacle au jeu de rôle, c'est lire les règles, certes, mais c'est aussi, réunir 4 personnes, au même endroit, quoi. Oh Enfin oui. 5 personnes au même endroit et ça, c'est vraiment dur, Ah oui. dans un contexte où, tu peux lancer un jeu en ligne, et jouer, Bien sûr. à World of Warcraft, avec des règles déjà implémentées, transparentes, tu vois? Ou à un autre jeu, tu vois? Donc quand tu as passé cette barrière-là hyper dure, où, tu vas en convention de jeu de rôle et cetera, ben, enfin, oui, quand tu as passé cette barrière-là, bah, lire les règles, c'est pas un obstacle de fou, quoi. Mais c'est mon avis Après comme d'hab, hein. ouais, moi je pense que ça joue quand même, hein, je pense quand même qu'il y a de plus en plus de PBTA, hein. Je me dis, les gens ont je le vois, tu travailles en hôpital, tu travailles, tu fais des horaires de fou. En plus, on le sait tous, des MJ, ça court pas, les rues. Donc si tu bosses à l'hôpital, qu'en plus c'est toi le MJ et que tu dois te taper, 30 pages, 40 pages de règles, je peux comprendre qu'un BBTA ou qui est peut-être un poil plus léger, ça tire un peu plus que tu vas te taper tous Tu les dis règles. PBTA, mais pas forcément, ça peut être aussi des jeux en 5e, hein. Tous les jeux sortent en 5e maintenant. Ah, parce que les gens, ils ont la Ouais. flemme d'apprendre de nouvelles règles et du coup, tu as Seigneur des Anneaux 5e, on avait vu aussi, Chroniques oubliées 5e, un Oh, je sais Chronique plus. j'ai oubliée, oublié. c'est juste basé, enfin ça Oui, ça mais Je suis il y avait désolé, pas mais un par vraiment exemple, basé. si vous parlez de Donjons& et Dragons 5e édition, le Seigneur des Anneaux en Donjons& et Dragons 5e édition, quand on se pose 2 minutes et qu'on prend du recul, Tolkien, il se retournerait dans sa tombe, hein. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Tolkien, c'est un gars, il faisait des poèmes, le monde de la Terre du Milieu, c'est un poème chanté par Eru Ilúvatar et cetera. OK, de temps en temps, il y a des batailles et Mmh. c'est des batailles, tu vois? Mais genre le reste, c'est des gars, dans des bottes jaunes et un ciré bleu qui font des petites chansons. Donc le motorisé par Donjons& et Dragons, une société américaine, Mmh. avec un système belliciste et capitaliste, vraiment, c'est à se taper la tête contre les murs, hein, genre, voilà. Mais bon, Oui. c'est la vie, Bah, de hein. toute façon, ça, il faut pas chercher plus loin que, effectivement, Donjons& et Dragons, c'est un jeu en position de monopole, c'est, du coup, sans doute le jeu, au système de règles le plus connu. Enfin, je veux dire, la plupart des rôlistes connaissent les règles de Donjons& et Dragons parce que, bah, c'est juste le jeu le plus vendu et de De toute loin. façon, on avait vu les chiffres Hem, sur Rollist TV, il y a eu un sondage là, il y a pas longtemps. ouais, C'est encore l'un des jeux, il est Mais c'est largement en tête. 99 du marché en Amérique. Voilà. ouais, Je veux bah, dire, oui. il y a que 3 pays au monde qui vendent pas du Donjons& et Dragons à plus de 90, c'est la France, le Japon, l'Allemagne, tu vois? Donc peut-être la Norvège, tu vois? Mais je veux dire, Oui, des petits marchés, ouais. il est écrasant, tu vois? Mmh mh, mmh mh. Mais du coup, oui, ils mettent, Le Seigneur des Anneaux, en 5e, juste, juste parce qu'ils savent que ça va se vendre. Mais quand bien même ça n'a aucun sens, je pense qu'ils se posent même pas cette question, les gars. Par contre, moi, je voudrais nuancer un truc, c'est que Marie, tu dis: «Ouais, du coup, plutôt lire un PBTA qu'un jeu, comme Donjons& et Dragons ou quoi». Je sais pas trop parce que tu vois, tu pars du principe que, ouais, il y a moins de pages donc c'est plus simple. Bah, puis ça fait moins peur peut-être aux gens tu vois, Ouais, qui mais veulent se lancer, ouais, quoi. mais ça reste des livres, les livres de jeux de rôle, ça reste des manuels techniques, je trouve.
Quand bien même quand c'est des jeux un peu plus, narratifs, comme, tu vois, enfin, moi le premier er PBTA que je lis, c'est, Passion de las Pasiones, je te jure que, je lis le truc et je me fais: «Putain, j'ai fini le bouquin et je ne sais pas comment je suis censé le mener». En fait, Oui. j'ai terminé le truc, je fais: «Ça a l'air bien, mais je sais qu'est-ce que je fais moi après?» Ouais, mais tu es un rôliste à l'ancienne aussi, donc toi, tu es habitué à avoir, des Bah, bouquins avec des trucs très ouais, structurés et tout. ouais. Mets-toi à la place de quelqu'un Oh, tu crois que c'est qui parce arrive. que j'avais un bagage de jeux un peu plus, Je pense, hein. ah ouais? Moi, je Vous croyez pense. que c'est Moi, les PBTA, ça me détruit, hein, alors que des livres comme Donjons et Dragons, genre, je peux les lire tranquillement, mais PBTA, ah ça ouais? me voilà, c'était, punaise, Monster of the Week, hein. Je me suis dit: «Waouh, je suis un teubé de l'espace» ou alors que c'est pas très compliqué, hein. Ouais. Mmh. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que c'est pas en réalité, c'est une autre complexité, mais ça reste complexe quand même à aborder, quand c'est devant soi. Les livres de jeux de rôle, c'est pas si facile à prendre en main, donc ouais, je sais pas. Sébastien Cédrin parlait de lecture tabulaire, c'est-à-dire une lecture de tableau. Et effectivement, il y a un peu de ça dans la lecture d'un livre de jeu de rôle, mais ça reste des objets très particuliers, parfois très arides. Lire un livre de Rollmaster, c'est compliqué. RuneQuest, parler d'un vieux jeu à l'ancienne, RuneQuest, c'est un jeu quand même dont les règles sont faites sous forme de tuto narratif, donc c'est assez cool. L'œil noir, première version par Ravensburger, 1982, sauf erreur de ma part. Non, que dis-je, 87. C'était 85 plutôt, voilà, excusez-moi. C'était une nouvelle d'introduction sous forme d'un livre dont vous êtes l'héros. OK. Donc, ouais, c'est quoi l'interactivité? Donc, il y a eu toujours des efforts. Souvent, les jeux vampires, c'était nouvelle Oui. d'introduction, les clans, Ouais, et puis voilà. carrément. Et d'ailleurs, même, je pense que par exemple, bon, vampire, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a beaucoup de joueurs de vampires, mais il y a des jeux de la mascarade comme, enfin, il y a des jeux de White Wolf comme, je sais pas, Mage ou tout ça, où les gens, ils aimaient bien ce format, ils lisaient, mais ils jouaient pas forcément, quoi. Des gens qui jouaient à Wraith ou Orpheus, j'aimerais bien les connaître, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais, c'est un vrai truc que je pense aussi. J'ai toujours l'impression que les jeux White Wolf, le lore est fou plus que le jeu. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti, donc je peux comprendre Et ça. vous savez, il y a aussi un genre qui est sorti récemment, que j'aime beaucoup. Il y a des beaux livres de jeux de rôle, comme Vein of the Earth, enfin dans la collection Lamentation of the Flame Princess, j'en ai là, enfin, je crois que c'est sur ma table de nuit. T'as des jeux comme Vein of the Earth, ou un truc qui s'appelait A Red and Pleasant Land, qui est dans la Liste des Merveilles. Et en fait, c'est des beaux livres. Maze of the Blue Medusa, peut-être que vous connaissez. C'est des très beaux livres de jeux de rôle, genre comme des coffee book table, super D'accord. reliure, méga cher, dedans des illustrations de malades. Ça reste des livres de jeux de rôle, mais ils sont pas faits pour jouer. Ils sont faits un peu C'est pour pour être être lu. classe et pour les jouer, quoi. Pour les lire. Il y a aussi le fameux jeu le plus cher du monde, là, à 700 balles, que j'ai là, qui a un cube noir. Je sais pas si vous l'avez vu, le Ouais, non, ça me dit Invisible rien. Sun, le fameux Invisible Sun. Et vraiment, le Non. jeu, je l'ai, ok. Donc c'est un cube noir, il y a des tiroirs et tout, des trucs cachés et tout. Il est vachement beau. C'est un bel objet, mais en vrai, Ultraviolet Voilà. Grassland, qui est sorti récemment chez Odonata, il est mieux que Invisible Sun, quoi. Mais, je vais encore reparler du marché du livre, mais ouais, c'est une folie ça en ce moment. On nous sort, des beaux livres, on met du jaspage, on met des belles C'est un peu couvertures et triste tout, quand même, enfin, qui, Je viens de voilà. m'apporter Maze of the Blue Medusa, tiens, qui est d'ailleurs, ça c'est la version joli. française, je crois, c'est Black Book. Voilà. D'accord. OK, il est très beau. Donc, Mais ouais, un peu triste cette histoire de livre, de jeux de rôle, qui est là pour être beau. Ça me Ils sont ah non, beaux. mais ils sont hyper beaux. C'est-à-dire, en fait, si tu aimes les livres de ouais, jeux de rôle, Ah tu vois, oui, c'est un espèce de labyrinthe, il est fonctionnel, mais et les textes, c'est quasiment des poèmes, tu vois? Donc c'est un livre. Bah, il y a la fameuse collection, Vermis là, c'est une collection, qui est faite par un Italien, dans lequel c'est un faux, guide d'un faux jeu vidéo qui n'a jamais existé, mais qui est trop classe, c'est des super ventes. Si, c'est des portes vers l'imaginaire, mais c'est pas des jeux trop praticables, quoi. Je pense pas qu'il y ait d'accord, des gens qui OK. aient vraiment fait Maze of the Blue Medusa. d'accord. C'est un peu C'est dommage, vraiment, ouais. ouais, acheter pour le plaisir de le lire, Voilà. simplement, plus que de le jouer. Ouais, d'accord, OK. Mais c'est le C'est cas. En, intéressant. en- en vrai, on va pas se mentir, je sais pas si c'est votre cas, mais en gros, il y a un jeu auquel on joue 90% du temps, et les restes, c'est 10% du temps, et en fait, vous y jouez jamais. Et combien de jeux vous achetez, vous savez que vous allez même pas les lire, Et quoi. une discussion qu'on a eue Ouais. avec, quelques éditeurs, de jeux de rôle quand on était à Octogone, c'est de dire, quand même le milieu de l'édition, du jeu de rôle, c'est quand même un milieu un C'est peu un métier. baisé, hein. Parce que, je veux dire, les gens achètent un jeu, ils peuvent jouer, combien de temps avec? Et en plus, ce que Julien me faisait remarquer, c'est, un mec du groupe achète un jeu et ensuite toute la table peut jouer à ce jeu, et donc oui, Tu vois, effectivement, Aria, par exemple, enfin, c'est une très bonne affaire pour Donjons et Dragons. Parce que le cycle de trucs, c'est que quelqu'un, il dit: «Ah,
Il y a une émission sur YouTube, je vais la regarder. Ah, c'est Game of Thrones, c'est super. Ah, je vais acheter Aria. Il joue à Aria 1 an. Et après, il achète Donjons et Dragons parce qu'il s'est fait des potes, il est en club de jeux de rôle et tout le monde joue à Donjons et Dragons. Donc moi, je suis une machine à créer des joueurs à Donjons et Dragons. Aria, pour toi, c'est vraiment genre une porte d'entrée, simplement. Enfin, c'est comme ça que tu le vois. Ah bah c'est pas le endgame en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui Ouais, font la ok. campagne parce qu'elle est mignonne à un moment, tu vois. Mais les gens, ils vont pas dire, aujourd'hui, ce soir, on va se faire un Aria. Par contre, ils vont dire, on va se faire un Donjons et Dragons. C'est-à-dire que il y a beaucoup plus de gens qui font du Aria puis du Donjons et Dragons que l'inverse. Mais vraiment énormément. C'est-à-dire, c'est une tragédie, mais c'est comme ça. En fait, il y a un proverbe, anglais qui dit le football, c'est un jeu à 22 joueurs et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Bon, c'est un vieux proverbe, hein. Mais le jeu de rôle, c'est un business dans lequel, quoi qu'il arrive, c'est Donjons et Dragons qui gagne. Tu vois. C'est vrai. Mais du coup, pour toi, Aria, c'est a été une porte d'entrée pour des joueurs qui n'étaient pas, qui faisaient pas du jeu de rôle justement, Ouais. Ouais, Oui, pour toi, bah, c'est plus ça? nous, on vend beaucoup d'Aria, hein, c'est le jeu indé Ouais. le plus vendu en France, je pense. Et à un moment, il y avait même 250 tables virtuelles sur Let's Roll, tu vois, donc il y avait vraiment il y a Mmh. eu du succès. Mais contrairement à Donjons et Dragons, nous, on publie on publie beaucoup, on publie assez vite, hein, au Mmh. rythme de nos émissions. Et donc, effectivement, bah, il y a un moment, et bah, ils sont pas plus rapides que nous, les joueurs. Donc, enfin, ils sont plus rapides que nous aussi, les joueurs. Donc, Ouais. ils ont besoin de nouveaux contenus et il y a la machine donjon qui Ils toujours vont apporte vers des plus choses, quoi. gros, ouais. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah, Et ils ont du coup, mais tellement. je veux dire même des rôlistes, des vieux rôlistes ou quoi, du coup, ne vont pas jouer à Aria? T'as moins Alors, très de rarement. nouveaux Alors joueurs? déjà Ouais. déjà, alors je vais vous dire quelque chose, et je me plains pas du tout, mais les vieux rôlistes, les grognards, hein, comme on dit, pas tous, mais j'ai beaucoup d'amour pour eux, mais ils n'aiment pas du tout Game of Thrones. C'est-à-dire que, D'accord. de la même façon qu'un cinéphile, il va dire, Marvel, ça fait de la thune, les gens y vont, mais c'est de la merde. Et ils vont dire la même chose de Game of Thrones. Ça fait de la thune, les gens regardent, et c'est de la merde, tu vois. Et donc on est un peu le Marvel du jeu de rôle, et ça me va tout à fait parce qu'on fait de la thune et les gens nous regardent, tu vois. Donc moi Oui. je m'en tire bien, tu vois. Je préfère être Marvel D'accord. que le cinéma indépendant. Et donc effectivement, oui, les grognards n'apprécient pas du tout ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas le cas de 100% des gens, hein. Il y a des gens qui Oui. disent c'est ce que j'avais toujours attendu, ou vous êtes quand même très sympathique, ça me rappelle mes premières parties. Mais effectivement, oui, c'est les joueurs anciens. Et moi, à un moment, j'ai été président d'honneur de la Fédération française du jeu de rôle et j'ai fait un discours d'introduction dans lequel j'ai dit il faut vraiment penser le jeu de rôle pour la future audience qui n'est pas encore la nôtre, c'est-à-dire peut-être des gens plus jeunes. Aujourd'hui, il y a quand même Trouville, il Oui. y a des petites sorcières qui sont éditées, donc il y a de plus en Il y a plus plein de jeunes qui choses. s'abordent, plus de femmes, plus de diversité, plus de vieux aussi, voilà, mais pas forcément des vieux grognards, des Non, gens non, mais plutôt des qu'on va en gens maison de plus âgés retraite qui qui n'ont jamais joué jouent, au hein. jeu. Mais aussi, il faut pas oublier d'où on vient. Il faut pas oublier le Donjons et Dragons à l'ancienne, les gens qui poussent des pions sur des. Il faut unifier ces deux mondes, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est un monde qui est schismatique. Et il est même schismatique au sein de Donjons. On l'a vu. C'est-à-dire que Donjons, c'était. Moi, il y a 4 ans, vous pouvez voir des streams dont j'ai parlé. Donjons, c'est un crash au ralenti. Parce que à un moment, ils se sont dit Un crush au ralenti. effectivement, c'est compliqué que dans une société où il n'y a pas de racisme, que les elfes normaux, c'est des gentils, les elfes noirs, c'est les méchants, tu vois, parce qu'ils sont noirs. Donc, ils ont commencé à dire, les elfes noirs, ça va, tu vois. Et là, ils commencent à dire, évidemment, par voie de conséquence, et les orques, c'est pas parce qu'ils sont verts que, tu vois. Et bientôt les gobelins, et bientôt toutes les races, tu vois, parce que finalement, c'est tous des êtres sentients. Et peut-être fallait pas les tuer depuis le début, tu vois. Mais effectivement, là, il y a un schisme hyper fort entre les gens à l'ancienne qui disent, bah, moi, je veux pouvoir tuer mes orques à l'ancienne, et les gens qui disent, bah non, c'est trop bien de penser maintenant le jeu de rôle de façon nouvelle, tu vois. Et c'est super drôle. Mais vous avez eu le proverbe, à la fin, c'est Donjon Dragon qui va gagner. Donc voilà. Julien, Aucun doute là-dessus. Julien, je te laisse répondre parce que Non, justement, mais C'est un il n'y a avis. pas à répondre, c'est juste que c'est l'évolution, effectivement, c'est une évolution logique qui est en train de se passer. Maintenant, tu es pour ou tu es contre. Effectivement, moi, de toute façon, vous le savez, je suis contre cette évolution, puisque si tu veux taper du monstre, eh bien, tu joues à Donjons et Dragons. Si tu veux leur parler, tu joues à d'autres jeux, et comme ça, tout le monde est content. Si Donjons et Dragons, il se dénature et il devient ce truc où tout le monde est sentient et on commence à faire, à leur parler et puis taper, eh bien, on va jouer à quoi? Mon wargame, il est Non, où, là? mais alors je suis désolé, Julien, je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que, en fait, ton discours il est complètement audible si Donjons et Dragons ils avaient 10% de part de marché. Donjons et Dragons c'est 99% de part de marché aux États-Unis. Tu peux pas, ils ont une responsabilité sur ce qu'ils diffusent, tu vois. Et c'est comme si 99% de part de marché du film c'était des Chuck Norris
où tu as Chuck Norris qui tue des mecs du Moyen-Orient juste parce que c'est des terroristes, en gros. Genre, là, ça matrixerait les gens. Et c'était ça dans les années 80, malheureusement. Et heureusement, aujourd'hui, ça a changé. On a des choses plus nuancées. Mais il faut pas avoir peur du futur. Il arrive et voilà, il faut aimer les choses qui arrivent. Voilà, même quand c'est fait par IA, malheureusement. Voilà. Mais bon, voilà, non, pas forcément pour l'IA. Oubliez ce petit commentaire. Mais non, mais il faut que surtout les joueurs de jeux de rôle. Les joueurs de jeux de rôle, c'est des gens qui sont c'est des petits nerds, ils sont bons en français, ils lisent des livres de 300 pages, ils sont bons en maths, ils font des calculs. Donc, c'est les premiers de la classe. Donc, il faut qu'ils puissent expliquer qu'on est dans un monde de nuances et qu'ils puissent le comprendre. Et s'ils y arrivent, c'est sur eux que le monde tourne. Donc, on a besoin qu'ils travaillent dans un monde qui soit plein de nuances. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de nuances et qu'on ne tue pas de monstres qu'au contraire, dans une époque où il n'y a plus de rhinocéros, plus de baleines blanches, il faut sauvegarder les gros monstres, tu vois, les dragons, il ne faut plus les tuer, il faut les sauvegarder. Et dans ce monde-là, et c'est ça qui est beau, on peut avoir des histoires palpitantes. Créer un restaurant, un groupe de musique, une entreprise, ça peut être une histoire complètement épique, tu vois, beaucoup plus épique que de débarrasser une grotte pleine de gobelins, tu vois. Voilà mon Ouais, avis. je comprends. En fait, Mais pour voilà. Donjons et Dragons, en fait, c'est une porte d'entrée basique, tu sais, pour d'autres jeux, en fait. Enfin, moi, je le prends plus comme ça. Oui. Et donc, du coup, quand tu te rends compte qu'effectivement, bon, on rigole bien, on tue les gobelins bêtement, les orques bêtement et tout. Alors, ce qui n'est pas vraiment le cas, en fait, dans les romans, mais dans le jeu, de toute façon, c'est ce que je reproche à Donjons et Dragons. Un monstre, c'est un stat block bête, il n'y a même pas de lore, il n'y a rien pour. Enfin, c'est un stat block, voilà. Donc, c'est un personnage qu'on pose sur une battle map qu'on va taper. En fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres jeux qui sont bien plus profonds et plus intéressants. Et c'est un peu comme le cinéma. Tu rentres par Marvel et tu vas sur du cinéma un peu plus profond, un peu plus réfléchi une fois que tu es rentré par Marvel. Mais est-ce que du coup, c'est pour ça qu'il faut changer Marvel? Je sais pas, tu vois. Ah, Fibre, il dit le contraire aussi. Fibre, tu disais, tu rentres, enfin, les autres jeux sont des portes d'entrée à Donjons et Dragons. Je pense que oui, tous les Ouais. jeux sont des portes d'entrée à Donjons et Dragons. Mais en fait, Donjons et Dragons, il y a des choses sur lesquelles on peut pas tuer, on peut pas lutter. Ils ont un super nom. Mais ils ont un super nom. Ils ont des illustrations magnifiques, genre vraiment hyper généreuses. Des illustrations qui sont belles de bout en bout. Ils ont les plus belles illustrations du marché. Ils ont un marché qui est complètement acquis. Ils ont de la propagande Stranger Things, tu vois, Critical Role, qui est un blockbuster. Il y a aussi cette espèce de tropisme naturel de waouh, Critical Role ça marche, donc c'est la référence, tu vois, voilà. Donc en gros, je vois pas un monde où ils conservent pas leur monopole, tu vois, à moins que vraiment demain ils Bah, placent full IA par exemple, et encore j'y croirais. oh, Tu vois, ce serait tellement facile pour eux de arriver en arrière. Si demain ils faillissent, ça marche pas trop. Ils ont le plus gros jeu de société le plus grand du monde, Wizard of the Coast. Ils font un Wizard of the Coast, Donjons et Dragons, et c'est reparti comme Magic, en tu veux dire, 1960 enfin, au Pentagone, tu vois. Donc je pense mmh. que ils sont indéboulonnables pour 200 ans. C'est impossible de voir un monde sans Donjons et Dragons. Voilà. non, bah oui, de toute façon, leur histoire de base, il se passe déjà sur de la littérature la plus classique du monde, des légendes arthuriennes, des trucs comme ça. Tu vois, c'est la base de la littérature, le chevalier, le héros qui part en quête, etc. Donc oui, déjà le jeu de base, il se base sur de la littérature profonde, des trucs qui ont fondé des choses. Ça se base aussi sur du Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Donc ils sont indétrônables. On pourra jamais rivaliser avec eux, quoi. Regarde, quand tu regardes même du Star Wars, finalement, ça reprend des histoires de chevaliers, mais dans l'espace. Donc, Ouais, puis de toute façon, quand bien même, ce qu'on disait tout à l'heure, le film disait, le Seigneur des Anneaux avec, la 5e édition, de toute façon, les gens, vont, s'orientent naturellement vers ce jeu, quand bien même, le jeu est pas fait pour émuler les histoires qu'eux veulent raconter. Ils s'en foutent, c'est juste le Du coup, système le plus utilisé, ils utilisent ça, point. Donc, ils gagnent toujours. Les mecs gagnent toujours. Donc pour le coup, je suis assez d'accord avec Fibre, moi, sur, ce truc de, c'est une espèce de, tu vois, c'est de la physique, quoi. C'est la plus grosse masse, c'est Donjons et Dragons, ils finissent par attirer tout le monde, ouais. tous les gens à eux. Mais c'est un problème parce que on se rend pas compte du malaise parce que tout le monde est content de cette situation. Même moi, je suis content en fait. Moi, en vrai, si j'étais pas dans ma position dans laquelle j'ai une petite responsabilité, peut-être que je jouerais à Donjons et Dragons, je serais hyper content. Mais imaginez que tout l'entertainment, tous les films, c'est une boîte, c'est Disney. Ça. Imaginez que tous les jeux vidéo, c'est une boîte, c'est Ubisoft. Mais on dirait il y a un problème, tu vois, genre Ah bah oui. créativement, il y a un problème. On peut pas avoir une boîte avec un président qui dirige de 99% du marché de l'entertainment. C'est la réalité dans le jeu de rôle, qui est censé être un secteur ultra créatif. Et le grand paradoxe du jeu de rôle, j'en parlerai bientôt parce que je fais un discours de clôture d'un séminaire JDR et santé mentale, c'est que le jeu de rôle qui est intrinsèquement créatif, qui a la responsabilité d'être créatif, ne l'est en fait pas beaucoup.
Mmh. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu un mec qui disait que c'était le dernier bastion de la créativité et j'ai rigolé parce que je me suis dit: «Non mais calmez-vous en fait, c'est Donjons& et Dragons le leader. Qu'est-ce que Ouais. vous y enfin il y a pas de créativité dans ce milieu, on est gangréné par Donjons& et Dragons et il y a quand même des gens qui sont convaincus que c'est le dernier bastion de la créativité et ça me rend fou quoi». Oui. Mais bon. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire il y a un énorme paradoxe, c'est que quand on prend du recul, le jeu est sclérosé et en plus c'est d'autant plus sclérosé que si par le fait de la concentration du capital, la part de Donjons& et Dragons devient de plus en plus importante, il écrase tout le reste, ils vont avoir tendance à se figer. C'est-à-dire que quand un asset, financier gagne de l'argent, les gens vont pas Populace. changer les choses. Ils vont pas dire: «Hey, on va arrêter, on va rajouter 10 classes» ou je sais pas quoi. Ça va pas beaucoup bouger et les gens seront très contents. Mais de toute façon, je veux dire quelque chose, je le vois moi-même avec Game of Thrones. Game of Thrones, on fait que de l'heroic fantasy. Pourquoi? Parce que ça fait en Et gros, c'est ce que les gens quand veulent. on a 100 d'audience en heroic fantasy, on en a 60 en science-fiction et 10 en cyberpunk ou en post-apo. On fait de la fantasy parce que c'est ce qui marche le mieux, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus créatif. Parce que moi, j'aimerais faire les filles d'à côté en jeu de rôle, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais, tu parles à des gens qui sont tombés amoureux d'un jeu où on fait de la télénovela, donc tu Ah ouais, sais, voilà, nous, oui. on est acquis à ça. J'allais dire justement pour répondre à la question que je pense quand même que, les gens se tournent enfin, une bonne partie des joueurs un peu déjà installés, on va dire, qui finissent par, se tourner, vers des jeux plus narratifs. Je pense que ça il y a aussi quand même un espèce de phénomène de rejet de Donjons& et Dragons qui tu vois, qui existe aussi, quoi. Après c'est minime, hein, bien sûr, Ah, je veux c'est dire, minime, hein, je pense, hein. mais ils sont là quand même. C'est compliqué et en plus, même à un niveau mafieux, tu vois? C'est-à-dire, Mafia, non, mais Donjons& et c'est-à-dire, Dragons. qui aujourd'hui non, mais moi, je m'en bats les couilles parce que demain, si toutes mes activités jeux de rôle s'arrêtent, bah, je fais du jeu vidéo à côté, tu vois? Mais qui aujourd'hui pèse un peu dans le milieu de jeu de rôle et va dire, «Va en enfer dans Donjons& et Dragons, je te hais», tu vois? Parce qu'en vrai, en fait, ils pèsent tellement lourd, par exemple, dans la distribution. S'ils disent: «Hey, ce gars-là, il nous emmerde un peu, tu fais quoi?» Tu vois? Genre, le milieu des affaires, il est sans pitié, hein. Je veux dire, Ah bah si à un oui. moment il se sent en danger, il te rachète, ça c'est la bonne nouvelle, mais il va surtout t'écrabouiller. Je veux dire, Oui, c'est c'est des ça, gens, ouais. ils te regardent de travers, ils t'envoient 18 avocats. C'est pas rigolo du tout, tu vois. Donc, c'est compliqué, c'est un secteur étrange. Voilà. J'espère juste que voilà, les gens, de la même façon qu'ils essaient de manger 5 fruits et légumes par jour, ils ont un petit peu de diversité dans leur consommation d'entertainment, quoi. Ouais, je rappelle que Wizard of the Coast, c'est quand même une boîte qui a envoyé, des mecs, un peu vénères pour récupérer des cartes Magic chez un gars qui aurait pas Ouais, dû les C'est vrai, avoir. Donc, quand tu dis, un peu mafieux, ouais, il y a de ça un peu quand c'est même, vrai. hein, donc Du coup, je veux recentre un peu notre débat, parce qu'on est un peu parti sur Donjons& et Dragons, sur les règles, mais bon, dans notre dernier numéro, on avait parlé justement des VTT, des Virtual Tabletop. Julien se demandait si c'était une bonne chose que les plateformes qui gèrent toutes les mécaniques justement, à notre place en tant que joueurs, risquaient pas justement que les joueurs les perdent en fait justement, ou ne savent plus à quoi vraiment correspondent, les lancers de on lance les dés, du coup, par exemple, là-dessus et on ne sait pas à quoi ça correspond. la phrase que Julien il a utilisée, c'est: «Est-ce que les VTT qui font les calculs, qui gèrent les règles à la place des joueurs, ça va pas rendre les joueurs fainéants?» Du coup, Ah, je voulais un peu ton avis sur le sujet. bah, non, les VTT, c'est très bien, ils ont eu leur heure de gloire durant le confinement. Alors il y a Roll20, on va dire, et Let's Roll, de philosophies différentes. Mais par exemple, Let's Roll, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont une approche point and click, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire vous avez un parchemin, tu as vraiment un petit icône parchemin sur l'écran, tu vas cliquer, le parchemin va se dérouler et tu vas lire un parchemin, tu vois. Donc, on pourrait imaginer que le VTT se développe dans une espèce de point and click collaboratif et ça pourrait devenir du Mmh. jeu d'aventure. Mais aujourd'hui, en fait, le VTT, en fait, je pense que le VTT, il est innocent, transparent, il est victime. C'est-à-dire qu'il va, de la même façon que l'édition, il va suivre les systèmes dominants. Et les systèmes dominants, c'est Donjons& et Dragons. Désolé de Ah revenir ouais. toujours au même Non, problème, c'est mais vrai. Non, voilà. non, On bah, y bien revient, sûr. Donc, on y revient. voilà. Et effectivement, c'est plutôt vertueux dans la mesure où, moi, j'ai déjà participé à des tables de Donjons& et Dragons en mode sérieux, où les gens, ils ont tous un exemplaire des règles devant eux. Et je les vois pendant que l'autre il est en train de faire son round de combat, ils sont en train d'ouvrir à la page 316 pour vérifier un point de règle, tu vois. Donc si ça peut soulager ça, voilà, Ouais. c'est tant mieux. Mais voilà, c'est pas. J'ai pas trop d'avis parce que j'aime bien le jeu de rôle en présentiel et vraiment il faut que je sois. J'ai pas d'autre solution pour le faire à distance. C'est pas vrai. Je suis le seul à le défendre, vraiment. Eh oui, c'est comme ça. Ouais. Bah, moi j'ai déjà répondu dans le dernier podcast. En fait, moi j'ai rien contre, comment, enfin
En gros, les joueurs, que les règles qui sont intéressés par les règles, ceux comme Fibre, dont il parle, enfin, ces joueurs qui vont regarder dans le bouquin à telle page, un point de règle ou quoi, je pense que c'est des joueurs, même sur VTT, ils vont finir par ouvrir un bouquin de règles pour voir comment ça marche, pourquoi l'action elle se déroule comme ça. Ils vont chercher à voir ce qui se passe sous le capot, quoi. Et ceux qui s'en foutent, et ben, trop bien pour eux, ils vont pouvoir kiffer avec le VTT, quoi. Il y a un effet de bord. Et vu que j'ai dit des tas de choses qui vont me faire détester aujourd'hui, il y a un autre point aussi Autant continuer. qui est très clivant dans le jeu de rôle, c'est les MJ Pro, donc les MJ qui se font payer. On Moi, a j'ai fait un tendance, numéro. évidemment, je suis On a pour, fait et un numéro évidemment, dessus. voilà, évidemment, je suis pour, et évidemment, je voudrais qu'ils se fassent payer le plus cher possible. Moi, je voudrais vraiment qu'ils se fassent payer au moins 500 balles la soirée, mais bon, peu importe. Et en fait, le VTT, ça permet, en fait, comment dire, le fait de trouver, si tu as un client à Lille, un client à La Rochelle et un client à Toulon, bah, ils peuvent faire une soirée avec toi le soir, tu vois, en VTT. Ça marche plutôt bien. Et ça permet aussi de faire moins de transport, moins de, on va dire, de travail présentiel. Donc, les tarifs peuvent un peu baisser, ça peut être des Ouais, portes d'entrée. Moi, je trouve ça assez intéressant sur ce plan-là aussi, quoi. c'est vrai. Bah, On du a coup, Oh, ça du nous coup, fait ça ouais. nous fait une très bonne pub pour le prochain épisode, justement, qu'on va faire. C'était justement sur les MJ Pro. Ah oui, la On MJ aime... Pro, Voilà. alors, moi, à titre personnel, quand il y a des gens très très fortunés, je fais des séances personnelles, tu vois. Mais Ouais. sinon, moi, j'invite vraiment les MJ Pro parce que, en fait, je pense qu'il faut comparer En fait, il y a toujours le problème du MJ Pro, ça fera une transition, c'est le pricing. Combien on peut payer? Évidemment, la loi du marché de la demande dit que les gens paieront ce qu'ils veulent bien, tu vois. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui comment dire, divise, complexifie le débat, c'est qu'il y a quand même une frange de MJ qui sont viscéralement contre le fait il faut faire payer on paye les MJ. Mhm. Moi, je peux pas, littéralement, en fait, une partie de mon activité annuelle, c'est d'être MJ Pro, donc je peux pas dire non, tu vois. Et voilà. Et je pense que en fait, on se rend pas compte, mais en France, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches, de plus en plus riches et de plus en plus jeunes. Donc, c'est des gens qui n'ont pas envie de se taper 300 pages de règles et la révision d'un scénario, tout ça. Ils seraient bien contents d'avoir un MJ Pro. Il y a une opportunité de marché qui est vraiment très forte. Et oui, ce que je voulais dire, ma phrase initiale, c'est que le point de référence pour moi, c'est les escape rooms. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont prêts à payer 50 balles pour passer 1 heure dans une escape room. Et encore, parfois, l'expérience, elle est un peu mid, tu vois. Et alors que vraiment, tu vas être passé 2-3 heures avec un MJ qui va être à 200 à l'heure, qui aura taffé un scénario. Peut-être même, il aura custom le scénario pour vous, pour passer un bon moment parce que vous rêvez de faire une enquête, je sais pas, dans l'Orient Express plutôt que dans une grotte avec des gobelins. Et je pense que ça vaut au moins le fait de faire payer 100 € par personne minimum. Et les gens sortiront contents. Mais bon, à voir, quoi. Bon, Je suis en tout d'accord avec cas, ça. le débat est ouvert. Pareil, on a hâte de voir tous vos commentaires. Du coup, on avait une Jules, dernière question. C'était, je me doute de ta réponse, mais tu vas peut-être me surprendre. Si demain, avec le développement, l'explosion des IA, tu as une IA qui gère totalement les règles et toi, tu as plus qu'à gérer la narration. Est-ce que ça te tenterait? Tu penses quoi? Ah, c'est marrant parce que puisque tu as fait du game design, en fait, le problème est inverse. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, une IA conversationnelle, elle va pouvoir avoir du répondant au niveau d'un dialogue d'un PNJ comment ça s'appelle, ou d'une description de lieu. C'est ce que fait Dungeon IA, par exemple. Par contre, elle va avoir du mal à systémiser les réponses. C'est-à-dire qu'en fait, dans un jeu vidéo ou dans un jeu de rôle, ce qui va se passer, c'est que tu vas accomplir ta quête et le magicien va dire bravo pour avoir accompli votre quête, je vous donne cet objet, une épée magique. Voilà. Et le truc, c'est que le passage du dialogue à la systémisation, c'est-à-dire je vous donne un objet équilibré par rapport au jeu. Donc ça s'appelle la systémisation, c'est-à-dire on le rentre dans un système de jeu. C'est un équilibrage de gameplay que, à mon avis, l'IA ne peut pas faire. Et aujourd'hui, par exemple, ce que je soupçonne Ubisoft de faire, parce qu'Ubisoft, ils vont sortir des jeux next-gen sur ce principe-là, c'est d'avoir une architecture très rigide de systémisation, c'est-à-dire la personne, on envoie une quête, la personne revient avec la quête, on lui donne tel objet, donc ça c'est en dur d'une certaine façon, et par contre tout le reste c'est conçu par IA à la volée, tu vois. Et donc en fait l'idée c'est que l'IA elle est plutôt forte pour faire des descriptions. En fait, en gros, une IA, tu lui dis vas-y, fais-moi une description, on est sur une île méditerranéenne, il y a un petit château au loin, il y a la mer, il est 11h du soir.
Elle va te sortir les odeurs, la végétation, les petits animaux, la couleur des pierres, tout ça. Même, tu peux même lui dire avec un style un peu romancé très rapidement, genre quasiment en 1 seconde. Par contre, l'équilibrage de gameplay sera un peu moins fort. Moi, je ne crois pas trop en l'IA dans le jeu de rôle parce que je ne pense pas que les gens viennent dans le jeu de rôle pour avoir une performance de description. Ils veulent rencontrer un humain. Voilà. Je pense, et ça, c'est. Voilà. Ils veulent vraiment En fait, quand rencontrer je un humain, te... quitte à avoir un humain un peu nul. Tu vois. Voilà. Dis pas Oui, nul. bah, c'est le risque. En Oui. fait, quand je te parlais de règles, c'était, tu sais, comme si on avait rentré Donjons et Dragons dans une IA qui connaît les règles par cœur, et toi, tu as juste à faire tes descriptions, et elle te dit juste, ah, à ce moment-là, le monstre, il a autant de CA. En fait, tu n'as plus rien à faire, toi. En fait, en gros, ça devient un jeu vidéo, mais Bah, à table, quoi. il y a Dungeon IA qui essaie de faire ça depuis des années, mais Oui. des gens qui me disent je passe mes soirées sur Dungeon IA depuis 3 ans, j'en connais zéro. Voilà. Donc vraiment, c'est voilà, c'est pas. Et même moi, parfois, je dis j'ai envie d'écrire, enfin, j'ai envie de lire mes propres histoires, tu vois. Donc je dis vas-y, je suis dans cette histoire, raconte-moi un truc, et vraiment, au bout de 2 échanges, elle s'effondre, Oui. elle est pas bien, et voilà. Donc je, c'est peut-être pas un bon outil pour ça. Enfin, c'est ce que je pense, mais Ok, et tu penses que même d'ici 5-10 ans, ça sera toujours la même chose? ben, en fait, quand tu es, puisque tu es dans le monde du game design, moi, donc je viens de la fiction textuelle, et il y a un grand nom de la fiction textuelle qui s'appelle Emily Short, une fille vraiment très forte. Et vraiment, depuis le début de l'IA générative, elle est plutôt pro IA générative en disant c'est le futur. Et moi, j'étais vraiment c'est pas le futur. Et à chaque année, j'ai tort et elle a raison. Tu vois. Donc, je pense que toutes mes takes sur l'IA sont fausses. je, Pardon. je pense, je pense que je suis la question IA, je suis la boussole qui indique le sud. Voilà. Donc, Mais après, du coup, ce que tu décris, Julien, c'est basiquement ce que je décrivais tout à l'heure avec le VTT, c'est vraiment comment Un outil? un assistant en gros Ouais. qui t'aide En fait, tu aurais pu à lire les masteriser règles, en une fait. Tu game. serais juste là pour Ouais, jouer, ok, quoi. Ouais, c'est ça. ok. Donc voilà, je décris une scène et tout, et lui, il va me sortir les stat blocs, des trucs comme ça, sans que j'ai besoin d'aller chercher moi-même ou quoi. C'est ça. Il y a pas, du coup, c'est pas vraiment de question de créer des choses à ma place ou quoi. Ah, quoique, bah, peut-être ce que tu es en train de dire aussi, c'est que genre, j'invente un monstre à la volée et l'IA va venir Non, le. peut-être pas quand même, tu vois. J'en Non, étais pas ok, loin. d'accord. Ok. Bon, en vrai, du coup, c'est un peu comme ce que font les VTT. Je veux dire, quand on joue à Pathfinder Pathfinder. 2 sur Foundry, j'ai déjà tout, tu vois, en quelques clics, quoi. Donc en vrai, si c'est la même chose. Juste avec l'IA, moi, ce qui me ferait peur, c'est l'opacité un peu, tu vois, le fait que c'est opaque un peu. Tu vois, genre qu'elle me dise, c'est ça. Tu peux pas modifier. Et genre, bon, bah, ok. non, mais excuse-moi, Grumpy, mais c'est un peu débile en vrai, parce que, enfin, Aïe. genre, vraiment, à un moment, il faut se poser. Je veux dire, ok, t'as une scène où il y a un griffon sur un rocher qui va t'attaquer, donc tu sais pas trop les règles. Donc tu utilises l'IA. Bon, déjà, tu sais pas trop les règles. Alors qu'en tant qu'MJ, tu devrais dire si, il va vous attaquer, lancer des dés, tout ça, tu fais ton boulot de MJ, tu vois. Mais bon, admettons, ok, tu sais pas les règles, t'es en stress. Donc, tu demandes à une IA de le faire et t'es pas sûr de la réponse, tu vois. Genre, on est où là, tu vois, genre, Ouais, c'est C'est bon, ça. mais à un moment, tu vois, faisons, pas que c'est un jeu de société, c'est comme les petits chevaux et ouais, non, mais Monopoly, je veux dire, il y a des humains, tu vois. ce que je veux dire, c'est que l'IA, elle se gourre tout le temps, tu vois. Et du coup, j'aurais pas confiance au fait de demander des règles à l'IA. Ouais. Alors que quand je joue à Pathfinder sur Foundry, je sais que c'est les vraies règles, que c'est des mecs qui ont bossé le truc sérieusement, et c'est fait pour jouer à ce jeu précisément. Donc je suis sûr qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, il y a Donc quelque chose qui est bon, intéressant qu'on n'a pas dit sur les règles, c'est que ça permet de normaliser un monde. C'est-à-dire ouais, que bien sûr. la fameuse bataille contre le griffon, s'il y a 2000 groupes dans le monde qui le font, ils seront partis un peu avec les. Enfin, en gros, ils suivront les mêmes règles, et c'est intéressant de les comparer, mais c'est quelque chose qu'on fait jamais. On compare pas la consistance des différents du monde. Mais peut-être que, Ouais. justement, on disait c'est quoi dans 20 ans ou dans 50 ans, peut-être que les jeux de rôle seront d'immenses MMO, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des comptes rendus de parties en direct qui seront mis dans des sortes d'immenses databases, et en gros, en fait, ça deviendra un récit MMO. C'est-à-dire, quand j'ai passé la porte de Baldur, bah, il y a 3 groupes qui l'ont fait en même temps, et ça peut être intéressant, tu vois. Mais... Et moi, c'est très frustrant, ça, dans ce monde du jeu de rôle où j'ai aucune data pour analyser ce que les joueurs font, alors que dans le jeu vidéo, tu sais tout ce qu'ils font, à quel moment ils ont cliqué, à quel moment ils se sont ennuyés. Et c'est vrai que le jeu de rôle, j'ai vraiment du mal à chaque fois, je cherche des chiffres, il n'y en a pas, quoi. Mais moi, je pense que le jeu de rôle, il puise quand même son essence dans on est autour d'un feu de camp et on se raconte des histoires, genre le petit chaperon rouge. Et quand on reste à ça, tu vois,
Et l'heroic fantasy, ça marche aussi parce que c'est l'histoire que te racontait ton papa ou ta maman quand ils te bordaient le soir, tu vois, avec des renards, des loups et parfois des chevaliers. Et on peut avoir d'autres expériences, mais déjà, essayons de faire le minimum, tu vois, genre d'être dans ces eaux-là. Je trouve ça cool, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. J'ai envie de dire, on va un peu conclure dans le sens où, alors pour vous, alors finalement, il faut abolir toutes les règles, en garder quelques-unes. Ce serait quoi un peu votre conclusion de tout ça? Moi, je peux ouvrir le bal. Fibre, Vas-y. pour moi, Fibre vient de le dire là. C'est les règles, c'est quand même ce qui permet de normaliser un petit peu l'univers dans lequel on joue, vu que tout est fictionnel. On invente un peu à la voile ou quoi. Les règles, c'est ce qui nous permet quand même de nous assurer qu'on joue tous au même jeu, qu'on se représente bien. Enfin, même le MJ, il respecte les mêmes règles que les joueurs, techniquement. Donc, non, enfin, pour moi, je reste quand même convaincu qu'on a besoin de ces règles pour jouer. Quand bien même elles sont réduites au strict minimum, quoi, je pense. Fibre? Un MJ qui a de la bouteille, qui a passé les 2 ans, qui a commencé à faire son monde, tout ça, et qui est revenu à Donjons et Dragons finalement après, c'est quelqu'un qui est capable qui sait ce que c'est qu'une règle et à quoi ça sert. Et donc, il sait placer le curseur par rapport à ce qu'il veut faire. J'aimerais bien qu'il y a des espèces de pseudo recherche et développement dans ça. Ça tourne un peu en rond, je trouve. Mais moi, j'ai pas trop d'avis. Moi, j'ai envie de dire dans le doute, restons simples. Voilà. Ok. Et toi, Julien? Toi, Julien? Moi, du coup, on peut dire que je suis, d'après Fibre, un fasciste. J'adore les règles. On va peut-être devoir le Il y couper a des ça sur gentils YouTube, fascistes. mais Je vais couper. On va... oh là là, allez, Allez, on continue. censure. Vous l'avez On censure. entendu ici en premier. Non, en fait, je trouve que alors moi j'adore les règles et je trouve que c'est, comme Fibre l'a dit, ça représente, enfin c'est, vraiment ce que le jeu va te dire de lui. C'est-à-dire que quand tu vas respecter les règles, de A à Z, tu vas voir ce que le jeu veut te faire, dire, de quoi il veut parler, et aussi tu vas voir, c'est une sorte de miroir de son créateur ou des créateurs. Et j'adore, jouer à un jeu en RAW pour vraiment comprendre ce qu'il veut me dire et aussi, voir ses défauts. Alors maintenant, j'ai du mal à le modifier. Si le jeu ne me plaît pas, je change de jeu. C'est vrai que j'ai du mal à changer les règles Ouais. ou autre. C'est un de mes défauts, pas être assez psychorigide là-dessus. Mais je trouve ça très, très intéressant d'analyser quand je vois Donjons et Dragons, effectivement, toutes les implications qu'il y a en termes de combat et tout. On voit aussi comment mes joueurs réagissent face à ces règles. On voit qu'effectivement, les règles, elles incitent des actions. Elles te forcent à jouer comme les règles sont écrites, en fait. Et je trouve ça super intéressant. Et moi, moi, j'adore ça. J'adore jouer selon les règles et j'adore des jeux avec beaucoup de règles. Donc, je trouve qu'en plus, elles me permettent d'être créatif parfois selon la contrainte. Et je trouve ça cool. Voilà. D'accord. Je reviens sur un truc que j'ai dit pour rigoler, mais le fascisme, puisque c'est tout ce qui est interdit punit de mort et tout ce qui est autorisé est obligatoire, par essence, ne sont pas gentils ni méchants, ils sont juste fascistes. Mais voilà, je préfère cadrer ça avant qu'on clique et on dise eh oh, gros Ouais, fasciste. c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, pour moi, je vais quand même donner mon avis. Oui, Vas-y, Oui, Marie, quand enfin. même. Alors moi, vous le savez, il me faut des... Alors moi, je suis MJ, alors je joue par contre depuis très très longtemps pour les gens qui ne me connaissent pas. Je joue depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, bon, je vais pas vous dire mon âge parce que bon, une dame ne dit jamais Devinez. vraiment son âge. Voilà. 28 ans quand Euh, même. beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais en tout cas, j'ai un gros passé de joueuse. Par contre, je suis MJ que depuis 3 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est peut-être un défaut en tant que MJ débutante. J'aime quand même avoir quelques règles. Les règles me permettent peut-être de me rassurer. C'est mes petites roulettes à moi. Mais effectivement, il en faut pas trop non plus parce que, on l'a bien vu, trop de règles, c'est compliqué aussi. Donc moi, voilà, je suis pour, comment dirais j'ai le cul entre 2 chaises, comme dirait la fameuse expression. Un peu de règles, mais pas trop. Voilà, à petite dose. Alors, du coup, cet épisode touche à sa fin, mais je sais que c'est le moment que tout le monde adore, c'est l'heure des recommandations culturelles. Alors, Julien, Fibre, Grumpy, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez partager, quelque chose de culturel avec tout le monde? Ça peut être un livre, de la musique, un film, bref, régalez-moi, faites-moi rêver. Qu'est-ce que vous avez de beau à partager?
Moi, j'avais dit, comme les épisodes, on les enregistre de plus en plus, de façon, resserrée, C'est vrai? je commence à manquer de recommandations culturelles parce que j'ai pas le temps de consommer des trucs. Mais, Oh là là. on m'a Et ça offert quelque râle et ça chose râle. d'exceptionnel récemment, donc je vais vous en aller voir cette chose. On m'a offert une VHS de Ah, bien Terraminé. sûr, Terraminé, excellent, avec le monologue, le fameux monologue. OK, Exactement. très bien. Bon, on vous laisse aller taper monologue Terraminé sur YouTube et vous aurez une des répliques les plus incroyables de l'histoire du 7e art. C'est réalisé par Steven Seagal, avec Steven Seagal. Franchement, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est que la personne qui Cet m'a offert homme ça me est un connaît, mais professionnel. parfaitement pour m'offrir, Ah, c'est la un VHS en produit. plus, c'est même Une pas un DVD, quoi. VHS, ouais, exactement, de Terraminé. C'est formidable. Allez voir, Terraminé. En plus, en vrai, ça se regarde bien. Ça se regarde bien, Terraminé. C'est pas le Steven Seagal le plus compliqué à regarder parce qu'il en a fait des merdes quand même, Steven Seagal. Terraminé, en vrai, c'est pas mal. Allez le voir. Franchement, pour du jeu de rôle, c'est une bonne inspiration pour un personnage à une table. C'est ouais. Fibre, peut-être Alors, une ils en parlent dans le recommandation? chat, ce week-end. Malheureusement, comme vous, comme je suis, dans les territoires de France, je ne suis pas à Paris, mais il y a un salon du jeu de rôle indépendant à Paris, le Shaky Roll, voilà. Ah! Et sinon, pour les gens qui aiment comme moi les livres dont vous êtes le héros, tous les 2 ans, il y a le Festival international des livres Oui. dont vous êtes le héros à Londres, voilà, où on peut voir, Oui, le fameux. Ian Livingstone, on est 100 et ceux qui ne peuvent pas y aller parce que c'est quand même à Londres, ça coûte une blinde, alors rien que l'entrée, c'est 90 pounds, mais bon, il y a, le Dé du chaos que j'ai récupéré à Octogone. C'est Ah une oh! c'est une parution, ouais, épaisse, donc on en a pour notre argent. C'est spécial, c'est parle que de livres dont vous êtes le héros, ouais. Donc je vous conseille, Les Dés du chaos, c'est le numéro 2. Il est vraiment très chouette et il y a un interview de moi dedans, donc c'est pour ça que je l'ai aussi. Mais il y a aussi un livre de Gilles Jugnot, si vous le connaissez pas. Voilà, Tu avais toujours ce projet d'ouvrir, un musée, Ah oui, c'est avec passé? Gilles, bah, il est en train de le faire Ouais. lui. C'est en train il Ah! a ouvert son compte Insta, à mon avis, ça va arriver là. Donc justement, Gilles, que je retrouverai à Londres. Et alors pour information, pour les gens qui sont vraiment très fans, vous savez, les gens qui faisaient Lisons de l'Éclaireur, ils le faisaient il y a très longtemps. Ian Livingstone, Steve Jackson, qui ont fait Warhammer par la suite, Games Workshop, etc. Ils sont de plus en plus vieux et on les voit ne plus venir. C'est-à-dire, on les voit mourir. Mmh. Donc là, cette année, par exemple, il n'y aura pas Steve Jackson, je pense que c'est terminé. Il n'y a plus que Ian Livingstone qui pète la forme, lui, par contre. Donc, Ah! mais c'est un peu les derniers temps de ce loisir de niche. Voilà. Du coup, c'est important de les interviewer, de prendre, de les écouter et de garder justement, une trace d'eux. Je pense que Oui, alors ils ont été en fait, en gros, d'ailleurs, on n'y va plus trop pour les conférences parce qu'ils disent toujours la même chose. Il n'y a pas grand-chose de fou à dire de nouveau au bout de 10 ans sur les livres dont vous êtes l'héros, mais par contre, oui, voir des experts du monde entier, c'est hyper intéressant et notamment, il y a une sorte de petite quête IRL très, fascinante qui est: c'est quoi le premier livre dont vous êtes l'héros? Et chaque année, on découvre des nouvelles choses et ça, c'est très intéressant. ben, Il est. c'est Mmh, cool. mmh Je me lance peut-être et après, mh. Mmh. Le meilleur pour la allez, fin. je garde toujours le meilleur pour la fin, évidemment. Mmh. Alors moi, vous savez, mon pseudo, c'est littérature, donc qu'est-ce que je vous recommande? Un livre et je voulais vous parler d'un livre français qui est, sorti depuis un petit moment, depuis je crois 2 ans, Festin de larmes. Alors c'est, par 2 auteurs, c'est écrit à 4 mains, c'est par attendez, je lis parce que sinon je vais encore massacrer leur nom, Morgane Cassario et Vincent Tassi. C'est un roman gothico-romantique qui parle de vampires, de mythes vampiriques et je vous pitch un petit peu du coup. On est en 1856 à la Nouvelle-Orléans. Aubrey a tout perdu, sa sœur jumelle est morte de maladie, son père s'est réfugié dans la drogue et sa mère dépérit de jour en jour, mais elle revit chaque soir bizarrement lorsqu'un certain mystérieux marquis vient lui rendre visite. Bref, bon, alors je regrette un petit peu, comme j'en parlais tout à l'heure, bon, c'est un très beau livre, il y a du jaspage et tout, franchement, ça aurait pu être un roman de poche. Ça Instagrammable. aurait été voilà, c'est ça, c'est ce qui me dérangeait, c'est encore un livre instagrammable. Voilà. Par contre, le contenu à l'intérieur est vraiment de qualité. C'est vraiment très bien écrit pour le coup. Il a reçu 2 prix pour le moment. Il a reçu le prix Masterton en 2026 pour la meilleure œuvre d'horreur, pour un roman francophone et là, il vient de recevoir le prix des Imaginales. Voilà, donc c'est de Oh, l'horreur. Voilà. petit livre. Ouais, ouais, non, vraiment, vraiment, il est très, très bien comme livre. En plus, il y a des illustrations, et les illustrations vraiment apportent un vrai propos, au livre. Vraiment, c'est français, allez lire. L'autrice et l'auteur, ils sont hyper abordables sur Instagram et tout. Vous pouvez aller leur parler, leur poser des questions. Voilà, allez-y, lisez, C'est c'est important. français. Ça fait penser que C'est cette année aux Utopiales, qui est quand même un truc de référence, il oui. y a,
dans la sélection des meilleurs livres cette année, un livre dont vous êtes le héros. Donc ça commence un peu, les lignes bougent un Tiens. peu et On va peut-être y dans quelques arriver. années, il y aura un jeu de rôle, qui sait? Un jour, on va y C'est vrai ça. arriver. Mmh. Julien, je sais que tu adores les recommandations culturelles. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi je voulais vous parler à la base, d'un livre très chiant que je suis en train de lire, livre de philosophie, sociologie, Roger Caillois, Les jeux et les hommes et je me suis rappelé que bon, après tout, on s'en fout et Ouais, mais tu peux pas proposer ça alors que moi je Puis propose hop, on s'en Terminé fout. avec Steven Seagal. À un moment donné, Il y avait Mais ça c'est très aussi. bien, il y a le spectre. C'est le spectre de la vie culturelle. Ouais, mais moi voilà quoi, pourquoi je suis en bas du spectre en fait? Et donc, je suis passé à autre chose et je vous conseille donc un jeu vidéo, voilà, quelque chose de plus, terre à terre. Ce sera No Rest for the Weak. C'est un jeu, fait par Moon Studio, ceux qui ont fait, Ori. C'est un jeu qui est entre Dark Souls, Diablo, Zelda même, sous certains aspects. C'est très bien construit et pourquoi je vous recommande ça alors que c'est très connu? C'est parce que ça sort en octobre et qu'il est encore, en accès anticipé jusque-là et qu'il est en promotion sur Steam et que si vous aimez Foncez. bien, c'est ça, les jeux d'aventure un peu exigeants et avec un très bon level design, foncez, c'est vraiment cool et même la DA est folle. Donc en fait, il y a il y a tout pour lui ce jeu. Voilà, Du C'est mieux coup, que la figurine Infinity du mois dernier, quand même. oui, ou c'est vrai. de la cafetière que tu nous avais présentée. Très En bonne tout cas, question. je voulais en tout cas, remercier Fibre Tigre, de nous avoir, invités sur sur Merci, sa c'est cool. chaîne. Les gens qui vous regardent aujourd'hui peuvent vous retrouver où? Alors, on est toujours, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et bien sûr, on va essayer de rediffuser tout ça sur YouTube. Ouais. Sur Voilà. YouTube, On joue, c'est sérieux. Il y a tous nos épisodes, on fait ça depuis un peu plus d'1 an et demi, donc il y a quand même pas mal d'épisodes, si les sujets vous intéressent. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je fais d'abord des bisous à mon chat et puis après on restera Oui. ensemble. Allez, à bientôt. Merci le chat d'avoir été là. Salut. Merci le chat. Salut!